Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Je te remercie d'être là avec moi. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la reprise d'entreprise. Alors cet épisode, il est vraiment pour toi si la reprise d'entreprise, ça t'intéresse, déjà au sens large. Donc là, c'est vraiment très spécifique. Ou sinon, si tu te poses des questions sur qu'est-ce que tu peux faire pour aller vers des revenus complémentaires, sur comment gagner plus d'argent et surtout trouver la meilleure méthode pour toi pour avoir une retraite, partir, vivre la vie que tu veux et finalement avancer dans ta vie de façon générale. Alors, où est-ce qu'on en est et de quoi on parle ici? Du coup, dans ton projet aujourd'hui, FIRE, on se rappelle, la méthode la plus classique, c'est que tu investis en bourse et sur une certaine durée par rapport à ce que tu es OK de prendre de risque, tu peux faire du 10% par an. En réalité, si tu prends l'inflation en compte et si tu prends les taxes, tu seras plutôt dans du 5 à 6% par an. Pour la majeure partie d'entre nous, ça ne va pas être possible d'atteindre du coup une indépendance ou une liberté financière, c'est-à-dire de remplacer ses revenus actifs aujourd'hui ou couvrir ses besoins assez rapidement. Dans les meilleurs des cas, pour ceux d'entre vous qui arrivent à mettre beaucoup d'argent de côté et à investir beaucoup d'argent en bourse et qui sont en capacité d'avoir des attentes pas démentielles, en 8-10 ans, vous pouvez le faire si vous mettez vraiment beaucoup d'argent de côté dans des invests à risque, ce qui est normal. Mais pour la majorité d'entre nous, ce système-là ne fonctionne pas. Du coup, on doit trouver d'autres systèmes pour générer plus de revenus aujourd'hui, soit pour pouvoir vivre directement de ces systèmes, soit pouvoir accéder à plus de capital qu'on va ensuite pouvoir mettre en bourse. Donc c'est ça la stratégie globale. Qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce que tu as comme solution? J'ai fait un autre épisode sur le FIRE 2.0. Ce que tu as comme solution, ça va être l'immobilier de façon classique. Je pense que c'est un très bon endroit pour commencer pour la majeure partie de ceux qui nous écoutent. Pourquoi? Parce que c'est simple, c'est ce qu'il y a pour moi de plus simple. Et ça vous apprend et ça vous met des bonnes bases pour bouger après sur les autres périmètres. Et surtout, assez vite, vous pouvez passer à des résultats. Donc dans l'immobilier, il y a, on va dire, 3 catégories. L'immobilier avec emprunt, l'immobilier sans emprunt, donc c'est de la sous-location, et après l'immobilier plus business, donc ça va être ce qui va être marchand de biens, etc. Ensuite de ça, il y a tout ce qui est solopreneur. Tout ce qui est solopreneur, vous avez potentiellement une phase que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est passer du salariat. Vous êtes salarié, par exemple, sales, vous bossez dans une boîte et vous managez des équipes, ça se passe très bien. Vous avez du coup appris avec des processus, avec pourquoi pas utiliser l'IA, pourquoi pas avoir des systèmes de vente particuliers, pourquoi pas une façon de faire. Vous avez quelque chose qui fonctionne bien et c'est comme ça que vous entraînez vos équipes. Vous pouvez déjà dans un premier temps prendre des missions en tant que freelance pour passer plus en freelance que d'être salarié. Et sinon, vous pouvez développer directement vos propres produits. Vous pouvez vendre votre méthode en ligne, pourquoi pas sur LinkedIn ou autre part, en faire un cours, proposer du coaching, en faire des groupes, en faire un produit, pourquoi pas quelque chose avec l'IA qui automatise, vous vendez ce que vous avez fait avec l'IA pour faire des résumés de vos réunions et faire du coaching associé, ça vous pouvez le vendre, etc. Paf, vous passez en solopreneur. Ce qu'on retient, c'est qu'en solopreneur, vous pouvez du coup monter en freelance. On peut, si vous êtes des bons freelances, vous pouvez monter à 200 000 euros de chiffre d'affaires par an. Si vous passez en solopreneur, vous pouvez arriver à 600 000, 1 million d'euros par an. Il y a cette partie-là et après, il y a la partie business. Partie business, vous pouvez lancer une entreprise demain, donc trouver quelque chose qui vous intéresse, en faire une entreprise. Ou sinon, vous pouvez directement reprendre des projets. Quand vous lancez un business, ce qui est bien, c'est que généralement, il n'y a pas besoin de beaucoup d'apport en argent au début, mais attention à ne pas sous-valoriser le temps que vous allez mettre dans le projet et le coût de l'expérience et le coût d'opportunité aussi qui est associé. Généralement, ce qu'on ne voit pas, c'est que vous allez devoir travailler beaucoup dans une zone d'incertitude et même si vous arrivez à trouver des clients, il va falloir tout faire derrière. C'est-à-dire, vous trouvez vos premiers clients, c'est très bien. Vous avez un coût que vous avez réalisé. Alors, pourquoi pas, encore une fois, sur LinkedIn, sur de vos contacts, etc. Sauf qu'après, il va falloir uniformiser vos clients, uniformiser vos produits pour réellement faire de l'argent et après avoir un système d'acquisition, de closing, des processus faits pour que ce soit la comptabilité qui soit bien faite, que vos commerciaux fonctionnent bien, que le marketing fonctionne bien, que votre produit fonctionne bien, etc. Il va falloir tout processiser. Donc c'est bien parce que vous recommencez de zéro. Par contre, ça demande énormément de travail avant d'arriver à quelque chose où vous faites réellement de la marge.
Donc vous avez ça. Alors il y a plein d'opportunités aujourd'hui qui tournent autour de l'IA. Après, je pense qu'il ne faut pas trop fantasmer non plus dessus. Ça change pas mal de choses. Mais il y a quand même toute une partie où ce sera à vous de le faire. Donc vous avez cette partie-là, business, où vous pouvez vous lancer dessus. Et enfin, là où je pense qu'il y a une réelle opportunité, il y a la partie reprise d'entreprise. Et là, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est comment clarifier votre projet. Donc la reprise d'entreprise, pour moi, je le vois alors il y a deux grosses catégories. Il y a une grosse catégorie qui va être reprise d'entreprise qui fonctionne bien aujourd'hui. Donc là, il y a aussi différentes phases d'entreprise où vous pouvez reprendre des boîtes. Donc vous avez des phases de lancement. Donc là, moi, je vous déconseille de prendre parce qu'on est dans les mêmes problématiques dont on parlait tout à l'heure. Et il y a plutôt, du coup, l'entreprise va passer par une phase de croissance. Je vous déconseille aussi de reprendre ça. Mais en fait, à chaque fois, il y a des opportunités, mais bon, c'est un peu plus dur. Il y a la phase de stabilité où là, vous avez de la marge et là, c'est intéressant de prendre des boîtes. Et après, vous avez l'entreprise qui passe un peu en déclin. Donc là, vous pouvez reprendre des boîtes, mais généralement, il faut réinventer le produit et remettre de l'énergie. Et après, il y a la phase aussi de fin d'entreprise. Donc ça peut être en liquidation judiciaire, en plan de sauvegarde. Et là, c'est un autre modèle de reprise de boîte qui existe aussi. Après, il y a les façons de reprendre les boîtes. Vous pouvez décider de reprendre la totalité de l'entreprise, de prendre une participation dans l'entreprise à un moment, donc de prendre des parts d'entreprise, pourquoi pas, contre de l'expertise. Ou sinon, vous avez la possibilité de rentrer plutôt comme investisseur dans l'entreprise purement au capital. Nous, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que vous avez toutes ces pistes-là que je viens de vous résumer très rapidement en moins de 5 minutes et on va se focaliser sur la reprise d'entreprise. Je pense que c'est important pour vous d'écouter ça et surtout, je vais reprendre des témoignages, même des questions qu'on me pose au fur et à mesure pour vérifier si c'est pour vous. Alors, sachez que dans tout ce que j'ai évoqué, si vous prenez simplement une seule des verticales, vous pouvez réussir à atteindre vos objectifs financiers. Vous êtes un bon solopreneur, vous faites du 500 000 à 600 000 euros par an. C'est une question de 2, 3, 4 ans pour atteindre la grande majorité de vos objectifs financiers. Bon, ça dépend de votre coût de vie et ça dépend de votre ambition globale. Mais à coût de 500 000, 600 000 euros par an, même si vous burnez 200 000 euros par an pour vous, ce qui est largement possible quand vous avez une famille, etc. Là, quand je parle de ces montants-là, ça va être des montants de chiffre d'affaires encaissé. Donc après, ça dépend de vos charges qui sont associées à ça. Quand on est dans du solopreneur, on peut avoir des charges, je ferai un épisode spécifique dessus, on a des charges en fonction de c'est principalement votre acquisition qui vous coûte le plus cher, mais généralement, ça peut être des charges assez faibles. Donc, vous pouvez quand même mettre du 300 000, 400 000, 600 000 euros de côté par an. Ça peut aller très vite. Si vous êtes dans l'immobilier, que vous allez dans le locatif, que ça devient votre truc, que vous comprenez bien comment ça marche, il y a plein de possibilités pour killer l'immobilier et rien qu'atteindre vos objectifs dans l'immobilier. Je discutais encore avec un failleur avec qui on fait des colocs ensemble. Bah, c'est 20 000 euros, 20, 30 000, c'est 30 000 euros par mois de cash flow. Donc voilà, rien qu'en faisant des colocs et vous vous concentrez là-dessus, vous pouvez avancer. Sur la reprise, vous pouvez très bien, juste avec une reprise, atteindre vos objectifs et continuer, etc. Pareil sur le business. Donc en fonction, c'est juste à vous de choisir ce qui vous intéresse. Alors, pourquoi je parle de l'ensemble du périmètre? Parce que pour certains d'entre vous, le ROI, votre retour sur investissement par rapport à qui vous êtes, sera dans un des aspects particuliers. Et aussi pour d'autres, une fois que, alors c'est généralement pour la plupart d'entre vous, vous faites pas mal d'immobilier, et à un moment, vous vous dites, OK, là, j'aimerais bien passer à autre chose parce que l'immobilier, c'est sympa, mais j'ai pas l'envie supplémentaire, j'ai pas l'adrénaline qui me pousse à avancer, j'ai envie de tester autre chose. Et du coup, là, il y a souvent un passage. Donc, vous avez fait beaucoup d'immobilier, vous pouvez passer sur du solopreneur. Bah, globalement, c'est ce que je peux faire sur le solopreneur et du coup, vendre votre expertise que vous avez réalisée sur l'immobilier. Donc, il y a plein de façons de le faire, soit des ventes de contacts, soit de faire du training, etc. Soit vous pouvez vous dire, tiens, je vais aller sur la reprise de business. J'ai fait pas mal d'immobilier, je comprends bien les travaux. J'aimerais bien reprendre une boîte de travaux parce que oui, je fais 200, 400 000 euros de travaux par an et vous voulez vous lancer dedans. Donc, c'est tout à fait logique que vous avanciez dans ces sphères-là. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous sélectionnez un bon endroit et que vous allez jusqu'au bout, en tout cas, vous pouvez aller très très loin juste avec une verticalité. Et surtout que sur chacune de ces verticalités-là, il y a de l'expertise à avoir. Donc c'est cross-expertise bien sûr, c'est-à-dire que quand vous faites de l'IMO, tout ce que vous apprenez sur l'immobilier, vous allez pouvoir le réutiliser dans le business. Alors là, c'est sûr, mais vraiment tout ce que vous allez voir dans l'immobilier, vous allez pouvoir le réappliquer dans du business, dans de la reprise de boîte, dans un lancement, etc. Et l'autre est possible aussi. Dès que vous faites du business, votre réflexion, alors après, il va falloir un petit peu de mobilité intellectuelle parce qu'au début, on ne voit pas forcément. En fait,
il y a plein de choses qu'on peut appliquer dans d'autres domaines, sauf que vu qu'on ne connaît pas l'autre domaine et que ça reste flou l'autre domaine pour nous, on va douter en fait de notre expertise et se poser la question de est-ce qu'on peut réappliquer exactement la même chose. Mais au fur et à mesure, d'ailleurs, je vous encourage à fréquenter des personnes qui sont dans ces domaines-là qui peuvent vous intéresser parce qu'à force, vous allez comprendre que les personnes vont vous dire ah bah tiens, ce que tu as fait dans le business, bah, tu peux exactement faire la même chose dans l'immobilier. Ce que tu as fait dans ta reprise, bah, ça fonctionne exactement de la même façon à tel endroit. Et vous, ça va vous faire des liens et en fait, vous allez pouvoir exploiter votre full potentiel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des expertises qui sont cloisonnées. Pareil, quand vous êtes salarié, en fait, vous cloisonnez votre expertise à votre domaine, ce qui est normal. Et le mieux, c'est de réussir. Donc, c'est comme si vous avez des cases dans votre cerveau. Alors, pour tous ceux qui font de la programmation, ça fonctionne exactement pareil. Vous avez des cases dans votre cerveau. Vous avez l'expertise, par exemple, négociation de contrats d'achat, par exemple. Et en fait, là-dedans, vous avez des compétences qui sont associées. Et indirectement, quand vous regardez l'immobilier, ce qu'on fait, et je le vois chez la plupart des personnes, et on est tous les premiers à le faire, on va commencer l'immobilier en regardant le truc, on ne connaît rien, du coup, on va regarder une feuille blanche et on ne va pas appliquer tout ce qu'on sait à l'immobilier. On va essayer de redécouvrir et en fait, on ne va pas créer ces liens-là et on ne va pas comprendre que les compétences, on les a déjà et qu'on peut les linker et on ne va pas comprendre quelles sont les limites et les liens réels entre toutes ces compétences. Le jour où vous arrivez à faire ce mapping-là, et ça vient par l'expérience, on peut vous l'expliquer, alors il y a le ressenti, mais on peut vous l'expliquer concrètement par de l'action, vous allez gagner un temps de dingue. Donc l'essentiel, c'est tout cet univers-là est autour du périmètre qui nous intéresse. Et maintenant, on va se poser la question sur, OK, donc quel est mon projet de reprise? Pourquoi je vous ai reparlé de de ces différentes méthodes, le solopreneur, etc. Parce qu'il ne faut pas se focaliser sur la reprise. Il ne faut pas se focaliser sur l'immobilier. Il ne faut pas se focaliser sur le business ou sur le solopreneur. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire pour atteindre votre objectif. Le premier élément, c'est de comprendre où est-ce que vous voulez aller. Et là, on va reprendre un certain nombre de questions qu'il faut répondre en fait d'un niveau macro. Il faut revenir en arrière pour vous dire, OK, moi d'un point de vue macro, qu'est-ce que je veux dans ma vie et où est-ce que je veux aller? Et nous, on va répondre à ces questions-là. Les réponses alors on va le faire dans le cas spécifique de la reprise, mais en fait, les réponses que vous allez apporter dans le cas spécifique de la reprise, ça va vous permettre aussi de sélectionner le bon projet pour vous, par rapport à vos compétences, par rapport à ce qui vous donne envie. C'est essentiel d'avoir envie, d'avoir la niaque de faire les projets. Vous allez en avoir besoin d'un truc qui vous intéresse. Et après, s'aligner, en fait, votre objectif, c'est vraiment de comprendre c'est où le ROI maximum que je vais avoir et aussi la dimension plaisir. Là, je parle un petit peu comme d'une matrice, finalement, quand vous choisissez des projets. Alors, c'est plutôt une fois que vous avez repris votre entreprise ou vous avez de l'IMO, etc., vous allez pouvoir définir une matrice de priorisation de ce que vous allez faire. Et vous, c'est exactement pareil. C'est ce qu'il faut faire à ce niveau-là quand vous allez choisir dans quel domaine vous allez vous lancer. Il y a une matrice de priorisation qui va vous permettre de comprendre, OK, c'est quoi vos indicateurs fondamentaux qui vont vous permettre de sélectionner le projet qui est associé. Donc, que ce soit le solopreneur, l'immobilier, la reprise d'entreprise ou le lancement de business. Et après, quand vous allez vous lancer dans la reprise d'entreprise, pareil, c'est par rapport aux projets qui vous sont proposés en face, qu'est-ce que vous pouvez choisir. Alors là, je vais vous donner quelques petits exemples, mais très, très, très concrets pour qu'on arrête de fantasmer sur la reprise de boîte en tant que telle. Effectivement, dans les 10 prochaines années, on va se retrouver avec presque 1 million d'entreprises. On ne sait pas exactement, mais il y aura 1 million d'entreprises à reprendre. OK. Dans ce million de boîtes qu'il y aura à reprendre, il y en aura même plus en réalité, parce qu'il faut retenir quelque chose, c'est que toute personne qui a une entreprise aujourd'hui est vendeur. Dans 99% des cas, c'est qu'une question de prix et de où en est la personne dans sa vie. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui ne sont pas vendeurs de leur boîte, c'est que leur boîte, aujourd'hui, leur quotidien fonctionne et ils sont très contents tels qu'ils sont. Leur entreprise leur apporte énormément de choses. C'est-à-dire que votre entreprise, quand vous vous lancez et que vous créez une boîte, ça devient finalement votre centre principal dans votre vie, quasiment. Donc, vous pouvez avoir votre famille, vos enfants et l'entreprise. Finalement, ça devient ça. Et c'est ce qui vous permet de vous développer. C'est ce qui va vous permettre de comprendre que votre vision du monde sur certaines choses n'est pas ajustée, de vous comprendre que dans vos communications, il y a des choses qui ne marchent pas, de travailler vos traumatismes aussi. Par exemple, si vous avez peur d'être trahi, si vous avez peur d'avoir des procès, tout ça. En fait, votre entreprise va vous permettre de vous développer et vous allez arriver à un moment où finalement, votre entreprise va vous permettre donc non seulement de vous apporter ça, et aussi tout ce dont vous avez besoin et d'être nourri. Donc si vous avez besoin de contact humain avec des personnes qui sont motivantes, si vous avez besoin de vous sentir challengé tous les jours, mais un challenge qui est intéressant pour vous, si vous avez besoin d'avoir les montants financiers agréables pour vivre, si vous avez besoin de redonner à la communauté, en fait, votre entreprise, d'ailleurs c'est à vous de créer ce projet-là, va vous permettre d'avoir accès à tout ça. Et du coup, si vous avez
l'ensemble de vos besoins qui sont couverts, là, potentiellement, vous n'allez pas vouloir vendre l'entreprise ou à un prix très, très cher parce que finalement, vous n'êtes vraiment pas intéressé de vendre. C'est les seuls cas où finalement l'entreprise, on ne veut pas la vendre et ces cas-là sont très petits. Le parallèle, c'est comme les enfants. Je rediscutais avec, mon meilleur ami l'autre jour, il a ses enfants. Effectivement, il y a des jours quand vos enfants, ils font le bordel chez vous, ils n'arrêtent pas de râler pour plein de trucs et en plus vous devez les cadrer, donc c'est pas forcément agréable pour leur expliquer qu'il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas. Il y a des moments où vous avez simplement envie d'avoir une nuit, de sommeil, à fond et d'être bien d'attaque le lendemain. Et vous êtes dans cette phase où là, si on vous propose, de, mettre vos enfants pendant 2 jours, chez vos parents, là, tout de suite, vous acceptez et tout de suite, vous avez envie de faire ça. Par contre, est-ce que vous avez vraiment envie de, lâcher vos enfants, totalement? Non, ce n'est pas le cas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours des phases, dans l'entrepreneuriat où on a besoin de surmonter finalement des épreuves et potentiellement, il y a des moments où on a envie d'arrêter et ça, c'est normal. Donc même si une personne, elle adore sa boîte, tout se passe bien et cetera, il y aura peut-être une phase où il y aura un contrôle fiscal, il y aura peut-être une phase où il y aura un marché à développer de nouveau, il y aura peut-être une phase où là, en ce moment, en fait, une entreprise doit évoluer en fonction des évolutions globales qui sont autour d'elle. Donc là, il faudra faire une transition, par exemple, à la vidéo pour faire du marketing. Il y aura une transition à l'IA pour, revoir les processus. Il y aura une transition à faire d'un point de vue politique pour continuer à développer sa boîte et la personne n'aura peut-être pas envie de faire cette nouvelle transition, n'aura peut-être pas l'énergie, n'aura peut-être pas la motivation et donc là, sera enclin à vendre l'entreprise à des moments. Donc c'est un instant T qui aura quelque chose à faire. Alors on est parti sur clarifier votre projet. Il y a déjà quelque chose, d'essentiel à voir quand vous voulez clarifier votre projet, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Et quelles sont les cibles et comment ça marche? Alors moi, je définis un peu les projets en 3 catégories. Vous avez la catégorie que je vais appeler principalement site internet, mais on ne retrouve pas que ça dedans, mais en fait, c'est site internet, e-commerce, voire dropshipping. Vous vous rappelez, le dropshipping, c'est vous achetez en Asie, mais c'est ce que font les 3 quarts des magasins qui sont autour de vous, hein, Maison du Monde, et cetera. Ils font ça. Alors peut-être pas Maison du Monde, c'est pas trop, il faudrait que je vois aujourd'hui ils achètent. Je crois qu'à un moment, c'était plutôt Pakistan, Inde. Mais en gros, vous achetez des produits à l'étranger, vous les faites manufacturer à l'étranger et vous les revendez, en France. Donc cette gamme de produits, donc c'est la gamme numéro 1, que j'appelle plutôt site internet, mais attention, on pourra mettre d'autres éléments dedans et je vous donnerai des exemples. C'est tout ce qui fait 200 jusqu'à 200-250 000 € de chiffre d'affaires. Donc il y a cette première gamme. La deuxième gamme, c'est l'entreprise en gestion. Et là, c'est des entreprises qui vont monter jusqu'à 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et enfin, il y a la phase, les entreprises déléguées, c'est à plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires minimum. On va revenir sur ces 3 catégories pour que vous ayez ces indications de comment ça marche, pour qu'après, on puisse travailler vos questions à vous-même et qu'est-ce qui vous importe chez vous. La catégorie site internet, c'est aujourd'hui, ça a énormément le vent en poupe. Il y a beaucoup de personnes que j'ai pu accompagner qui ont envie d'aller là-dedans parce que sur le papier, c'est quand même top. Vous avez quelque chose, vous allez pouvoir l'exploiter. Alors pour la majeure partie, normalement à distance et qu'on ne creuse pas les sujets, on va se dire tiens, j'ai un site internet. Si demain j'ai envie d'aller habiter au Portugal, je peux l'avoir. Si demain j'ai envie d'habiter en Italie, dans un endroit qui est super sympa, je peux avoir mon site internet qui tourne et avec du 200 000 € de chiffre d'affaires, voire du 250, je peux gagner du 5 à 10 000 € par mois de cash flow encore une fois. Donc c'est l'excédent de trésorerie à la fin du mois. Donc après, vous pouvez vous le verser. Alors attention, quand on passe de cash flow à rémunération réelle équivalent salaire, on divise par 2. Rappelez-vous de cette règle-là de façon générale. Donc il y a ces sites internet et ça peut séduire pas mal de monde. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous rachetez un site internet comme ça, je vais vous donner un peu les aspects positifs et négatifs. Alors, les aspects, alors ça peut être positif ou négatif, je ne sais pas trop. Généralement, ça se revend 12 à 20 à 24 fois le cash flow final. C'est-à-dire que si la boîte, elle fait 1000 € de cash flow par mois, ça va être vendu minimum 12 000 € et généralement, on est dans les 24-30 000 €. C'est ça qu'il faut retenir. Par contre, ça cache énormément. Donc on se dit, ouais, en 2 ans, c'est remboursé. Donc, c'est en 2 ans, si vous gardez l'argent, c'est remboursé. Par contre, dans ces business-là, ce qu'on oublie très souvent, c'est l'énergie nécessaire et l'effort nécessaire pour que ça fasse ces objectifs-là. On va vous vendre ces business et d'ailleurs, c'est vrai pour les 3 cas, on va toujours vous dire c'est de la vente, hein. Donc vous êtes confronté, attention, parce que si vous ne le savez pas, vous êtes confronté à des personnes qui sont normalement douées pour vendre parce que, alors ils sont peut-être pas doués les meilleurs pour vendre leur business, mais ils ont quand même fait du business, donc ils sont doués pour vendre. Du coup, quand vous achetez un truc comme ça, vous achetez en réalité un deuxième job et point final, c'est sûr. Il faut arrêter de croire que quand vous reprenez des business comme ça, c'est un truc qui va tourner tout seul et qui va fonctionner, etc.
Il y a eu le grand mythe des sites SEO qui tournaient tout seuls et du coup, vous étiez donc SEO, vous étiez référencé sur Google, ça fonctionnait bien et du coup, des gens se connectent à votre site et les gens consomment. C'est vrai que quand vous faites vos premiers sites SEO et que vous vous rendez compte que tous les mois, vous avez des gens qui arrivent et qui consomment votre produit, vous avez l'impression que c'est gratuit. Mais en réalité, non. Surtout avec la période actuelle où l'IA est en train de tout bouleverser. Et même avant, il y a toujours eu ces transitions. Alors là, ça s'accélère. Mais il y a toujours eu ces transitions où Google a fait des mises à jour, donc où votre SEO marchait moins bien. Et puis même quand vous avez du SEO, il faut continuer à faire des articles, continuer à vous positionner, etc., etc. Donc quand vous reprenez un site e-commerce, ce qui est essentiel, c'est de savoir concrètement, d'ailleurs dans les trois types d'entreprises différentes, c'est de savoir comment l'argent est généré, comment le cash arrive. Il n'y a rien qui est trop beau pour être vrai. C'est-à-dire qu'il y a forcément une solution. Donc si c'est un site internet qui fonctionne avec du SEO, comment on fait pour que des articles SEO marchent bien? Quelle est la strate qui est derrière? Et quel est l'avenir de cette strate-là? Est-ce que ça va continuer à être dans le bon sens ou est-ce qu'il y a de la décroissance en ce moment? La majorité, il y a de la décroissance. Sur les sites e-commerce, ce que vous allez tenter, c'est il y a beaucoup de sites de dropshipping ou autres qui fonctionnent avec de la pub. C'est pas compliqué. Votre acquisition, grosso modo, il y a trois types d'acquisition quand on a un site e-commerce. Ça va être soit du SEO, donc c'est bien référencé et ça fonctionne bien. Ça va être sinon de la pub en ligne, donc que ce soit sur Google Ads, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Insta, c'est de la pub qui tourne. Donc là, vous payez et faut faire des pubs optimisées qui tournent. Et sinon, le dernier élément, ça va être, eh ben, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Donc vous avez ces deux éléments de pub. Oui, ça va être les réseaux sociaux. Donc il y en a même plus que ça, mais ça va être les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez une communauté qui est liée et la communauté qui peut acheter, qui se renouvelle, etc. Ces éléments-là, donc la communauté, donc le SEO, ça va être du contenu. Le SEO, autour du SEO, on peut mettre du YouTube, par exemple. On peut mettre de la newsletter. Il y a ces éléments-là. Vous avez ces trois briques. Qu'est-ce qui fait que votre site internet y tourne et comment vous faites pour garder ça? Comment vous faites pour que ça continue à s'alimenter? Assez souvent, on va vous dire, écoutez les gars, ouais, il n'y a pas de problème, j'ai mes équipes, elles fonctionnent bien, j'ai un freelance que je paye, ça tourne, etc. N'importe quoi. N'oubliez pas qu'à un moment, vous allez prendre les rênes de ça et vous allez vous dire, OK, demain, concrètement, qu'est-ce que je dois shooter comme pub pour que ça marche? Donc demain, vous allez devoir regarder les concurrents, vous allez devoir vous dire, OK, là, j'ai fait une pub qui peut marcher, qui peut m'apporter, elle peut générer pour vous 100 000 euros de vente en ce moment, mais est-ce que demain, la même pub va fonctionner? Eh ben non, 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 il va falloir refaire une pub, il va falloir se repositionner. Potentiellement, la problématique, ce sera la pub sur l'acquisition qu'il va toujours falloir travailler, ou sinon, ce sera carrément le produit qu'il va falloir changer. Donc attention, il y a toujours cette phase d'évolution, cette phase de compréhension. Par contre, ce qui est vachement bien quand vous reprenez des sites e-commerce comme ça, c'est que vous allez être confronté au business et vous êtes confronté à la réalité du terrain. Et ça va vous faire économiser énormément de temps parce que généralement, quand on lance un business et que c'est le premier qu'on lance, on n'a aucune idée de comment les pubs ça fonctionne. On n'a pas de produit, on n'a pas de pub qui tourne et on ne fait pas de chiffre d'affaires. Et c'est très dur de tout faire en même temps. Alors que là, vous avez déjà potentiellement 1, 2, 3 produits qui tournent et c'est généralement ça. Quand vous avez des sites à 200, 250 000 euros de chiffre d'affaires, alors ça dépend, mais généralement vous avez un produit leader. Alors vous avez deux grosses stratégies. Vous avez les stratégies constellation. Donc en fait, vous mettez plein de produits différents. Par exemple, vous mettez toutes les gourdes qui existent du monde. Et du coup, un mec va forcément acheter une des gourdes qui existe sur votre site. Ou sinon, vous avez un produit, deux produits qui se vendent, même si vous affichez plusieurs produits. Ce qui se passe, c'est que là, vous allez devoir apprendre ces expertises, comprendre comment ça marche, apprendre cette notion d'être, OK, je suis directeur de boîte, c'est ma boîte, comment je fais de l'argent et comment j'y vais. Et après, trouver les bonnes personnes pour vous aider. Vous lancer dans la reprise d'un business et devenir l'expert de Google Ads, vous pouvez le faire. Par contre, ça demande énormément de temps, énormément d'expertise et ça dépend de quel est votre objectif. Votre objectif, quand vous prenez un site e-commerce, c'est comment vous faites pour vous assurer que ça vende autant, que ça vende bien et que vous puissiez continuer. Et du coup, dans ce cas-là, il vaut mieux vous entourer de personnes qui connaissent déjà cette tuyauterie. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme les traders finalement, ceux qui font du Google Ads. Vous allez devoir comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quelles sont les évolutions. Déjà, monter assez en compétence aujourd'hui pour avoir des résultats. Si demain, vous vous lancez tout seul pour faire une pub sur Google Ads ou sur Meta, franchement, il y a énormément de chances que ça ne marche pas parce qu'il y a plein de petits trucs. Alors, si vous n'avez jamais testé, je vous encourage à tester. C'est un enfer de faire des pubs. C'est hyper compliqué en réalité. Vous êtes connecté vous avez plein de tutos en ligne, mais il va falloir mettre un Facebook Pixel, il va falloir vous connecter à la plateforme, faire une répartition, comprendre quels sont. Et en gros, là, vous avez besoin d'être accompagné par des freelances. Et là, il y a des très bons freelances qu'on peut recommander sur les différentes briques. En gros, le site e-commerce, et ça vous permet, moi je pense que pour la majorité d'entre vous, de toute façon, vous avez besoin de faire une première étape il y a de très fortes chances. Il faut quand même se dire que si vous faites d'ailleurs les trucs seuls et si c'est votre premier business ou votre première reprise de boîte, il y a quand même beaucoup de chances que ça ne se passe pas hyper bien. Donc,
Mais par contre, vous avez besoin de ce premier pas qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de monter en compétences, qui va vous permettre à un moment d'avoir du game changer. Donc moi, ce que j'aime bien avec ces sites e-commerce, c'est effectivement, c'est facile à acheter. En un mois, vous pouvez acheter un site e-commerce, vous pouvez acheter un site internet, et en 2 mois, vous êtes dedans, vous avez un truc qui tourne, vous encaissez du chiffre d'affaires. Mais surtout, ne fantasmez pas sur les chiffres qu'on vous propose. Si demain, vous rachetez un site e-commerce, on va dire dans les 50-75 000 euros, qui fait 200 000 euros, 250 000 euros de chiffre d'affaires, l'enjeu que vous allez avoir, c'est que, disons que c'est censé faire du 3 à 5 000 euros par mois de cash flow, il y a de très fortes chances pour que réellement ça ne fasse que 1 000 euros de cash flow quand vous allez reprendre le site. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'être entouré déjà pour maintenir ce qui est existant, devoir comprendre ce que c'est, et donc finalement ça va pas être, et vous allez devoir y passer du temps. Donc ça va pas vous rapporter énormément d'argent, mais ça va vous faire gagner énormément en expertise, et demain ça vous permettra de faire votre prochain move. Surtout ces sites internet, vous pouvez les acheter et les revendre derrière. Normalement, c'est assez fluide aussi. Alors j'ai un autre truc à vous dire, c'est que moi sur les sites SEO, on en a vendu pas mal avec mon associé Romain. Avant, on postait, donc il y a 2 ans, je crois, on postait un site e-commerce. Alors, je vais vous donner des chiffres, j'espère que c'est bon, il faudra que je les vérifie, mais on avait une trentaine de demandes dans la journée. On a reposté un site qu'on a vendu là début d'année ou en mars, je crois, donc il y a 3 mois, au moment où je fais cet épisode. Là, on a posté un site, on a eu 3 demandes. Bon, ça s'est clôturé sur une des 3 demandes, mais il y a quand même eu des grosses évolutions dessus. Donc en tout cas, les sites e-commerce, on retient, vous pouvez en faire un, ça va être une première étape dans votre vie, ça va vous permettre d'avancer. Après, il y a beaucoup de personnes, ça peut aussi vous permettre d'être game changer dans votre vie. Après, ça dépend de votre mentalité et comment vous êtes. Une fois que vous avez repris un site, si vous regardez concrètement comment ça marche, comment ça fonctionne, et en fonction de votre âge, vous allez pouvoir avoir quelque chose quand même qui vous paye 3 5 000 euros par mois sur un site. Vous avez la stratégie d'en reprendre plusieurs, mais attention, je suis de moins en moins enclin à être multi-projet. C'est un truc contre lequel je me bats. Parce que généralement, vous n'allez pas mettre toute votre énergie sur un projet, et du coup, vous allez vous éparpiller et finalement, vous allez stagner à un certain niveau sur l'ensemble de vos projets. Mais bon, ça peut quand même toujours marcher. À un moment, par exemple, j'avais une quarantaine de projets comme ça. Au lieu d'en prendre un donc, qui faisait du 500, 1000, 5000 euros par mois, bon, des mois, ils faisaient zéro, mais en gros, j'en avais vraiment beaucoup de projets comme ça. Ce qui fait que dans la globalité, oui, ça marchait bien, mais ma tête, après, vous imaginez, vous êtes là, vous pensez à votre truc qui vend du conseil en formation, vous pensez à votre truc qui vend de la sélection d'embouts d'aspirateur, vous pensez à votre truc qui vend de la formation de trucs de psy, vous avez votre truc qui vend voilà, de la formation en atelier dans les entreprises. Vous avez des problématiques sur chacun d'entre eux, et en fait, vous ne mutualisez pas votre temps. Vous mutualisez potentiellement la gestion de ces différents projets, mais ils ne gagnent pas assez d'argent en réalité. Donc ça a été une phase d'évolution qu'aujourd'hui je ne veux plus vivre. Mais en tout cas, ça peut être votre phase d'évolution aussi. Sur les sites e-commerce, ce qu'il faut retenir, et ce qui est pas mal, c'est que ça vous permet du coup de vous confronter réellement à la réalité. La problématique qu'on a quasiment tous ici, et qu'on a à chaque moment de notre vie en réalité, c'est qu'on va chercher à se protéger au maximum et à rester dans notre zone de confort. Notre zone de confort, ça va être d'éviter finalement les phases où on doit se remettre en question, les phases où on doit mettre un coup de bourre, et les phases où on doit se dire merde, j'atteins pas mon objectif. Quand on lance un business, la grande majorité d'entre nous, ça va être un instant intellectuel où on va se dire ah mais en fait c'est bien, ouais je pourrais faire ça, et on va imaginer un monde rêvé. Alors c'est très bien cette phase aussi, c'est ce qui permet de créer des gros projets. Mais la phase rêvée, on va se dire ah tiens bah voilà, là je vais lancer par exemple un nouveau système qui va permettre je sais pas quoi, de livrer de la pharmacie rapidement dans chacune des villes, et ce sera en 20 minutes, et puis on pourra le faire avec des drones, je sais pas quoi. Et en fait, dans cette phase d'idéation, elle est très complaisante parce qu'on est en phase de créativité, de création, et en fait, c'est super intéressant. Sauf qu'après, on va delay le moment de se rendre compte qu'en fait, notre projet ne marche pas. Le moment où on va devoir aller démarcher des pharmacies, le moment où on va devoir démarcher peut-être parce qu'on se rend compte que d'un point de vue légal, il y a des choses à creuser, qu'il va falloir contacter un avocat, le moment où on va essayer de trouver nos premiers clients, on se rend compte que les gens, ça ne les intéresse pas, ils sont déjà équipés, etc. Bref, le moment où on va se confronter à la réalité, où on va accumuler les échecs. En fait, la problématique qu'on a tous, c'est que quoi que vous fassiez, de l'IMO, enfin n'importe quoi, en fait, dans votre vie, vous allez être confronté à des échecs avant d'arriver à votre objectif. Et d'ailleurs, potentiellement, vous n'allez jamais arriver à votre objectif, mais arriver à un semblant, une réalisation de ce que vous allez faire. Et en fait, on se définit tous par 2 choses. Un, ça va être notre capacité à passer à l'action dès qu'on a une idée. Donc là, par exemple, vous voulez faire quelque chose, vous voulez, par exemple, demander à votre boss d'avoir une promotion.
tout de suite, vous allez sur votre ordinateur, vous écrivez un mail, vous demandez un rendez-vous, vous passez à l'action. Et là, tout de suite, quand vous le faites, vous dites: «Ah tiens, je suis pas à l'aise. Pourquoi je suis pas à l'aise? Ah bah, parce que je sais pas bien négocier». Paf! Vous allez sur internet, vous trouvez un mec qui sait négocier les augmentations. Vous regardez dans votre réseau: «Attendez, qui sait le mieux négocier?» Vous demandez à ChatGPT et après vous contactez quelqu'un pour, monter en niveau pour après faire, votre négociation et paf! Vous êtes passé à l'action. Deuxième élément, et là, on peut reprendre exactement ce cas d'augmentation, c'est le nombre d'échecs que vous êtes prêt à surmonter. Par exemple, vous allez écrire l'email pour demander une augmentation. Là, vous vous rendez compte que, zut, finalement, vous ne savez pas faire. Du coup, premier échec. Vous êtes en échec parce que vous ne savez pas écrire un email, vous n'êtes pas convaincu. Vous vous projetez. Donc, vous faites de la visualisation sur l'entretien que vous allez avoir avec votre boss. Là, vous vous rendez compte que vous ne savez même pas comment, vous savez pas trop comment présenter, vous n'êtes pas à l'aise, vous ne savez pas pourquoi expliquer une augmentation. Vous dites, OK, je veux une augmentation parce que je veux une augmentation, mais comment on fait, vous ne savez pas. Deuxième échec. Comment vous faites pour le surmonter? Vous dites, OK, en fait, pour ça, il faut que je trouve quelqu'un qui a déjà eu une augmentation, il faut que je lui demande, il faut que je l'appelle. Paf, épreuve nouvelle. Vous appelez la personne ne vous répond pas. Paf, nouvelle épreuve. Vous cherchez une nouvelle personne. Paf, nouvelle épreuve. Et en fait, on a tous un nombre d'épreuves, d'échecs qu'on peut surmonter. Ça peut être 5, 10, 100, 1000. Et en fait, à chaque fois, il nous faut des zones de gratification, sinon on ne fonctionne pas, on a trop de mal à arriver. Et en fait, ces zones-là, c'est ça qu'il faut affronter. Donc déjà, passer à l'action très très vite et enfin être en faculté de surmonter des épreuves. Sur le business, quand on se lance dans sa création de business, la problématique, c'est qu'on a énormément d'épreuves à affronter, mais normalement, on a l'énergie de la création qui est avec nous. Attention, parce que cette énergie de la création, on peut l'utiliser, l'énergie de la reprise peut être exactement la même. Et finalement, le nombre d'épreuves pour qu'un business tourne, fonctionne et que vous gagnez réellement votre vie avec, c'est énorme. C'est énorme en réalité. Mais pour certains, ils ont cette énergie, ils vont pouvoir le faire. Alors que si vous voulez une reprise, c'est il y a moins d'énergie finalement nécessaire pour avoir un truc qui tourne et vous allez être confronté à des problématiques et vous allez pouvoir gagner plus en expérience. La première problématique qu'on a quand on se lance dans tout ça, quand on se lance dans l'investissement, quand on se lance dans on veut contrôler sa vie finalement, on veut devenir indépendant du système qui nous entoure pour pouvoir se prendre en main. Et finalement, je pense que c'est ça la responsabilité. La responsabilité, c'est de s'occuper de soi, c'est de s'occuper de ses finances, c'est de s'occuper de tout ça pour que vous puissiez avancer. Sur la reprise, c'est plus simple. Par contre, ça demande potentiellement un peu de capital, principalement pour les sites internet. Un site internet, comme on l'a dit, assez vite, ça vaut 5, 10, 20, 30, 100 000 euros. Là, pour le financer, c'est assez dur de le financer avec sa banque. On peut toujours tester. Sinon, ce qu'on peut faire, parce que c'est des actifs qui sont encore aujourd'hui un peu compliqués à financer. Vous avez toujours les fameux crédits de consommation qui vous permettent de financer ça, mais ça vous met en risque aussi. Après, ça dépend de comment vous gérez votre argent et de l'argent qui est disponible. Si vous gagnez par exemple plus de 5 000 euros par mois, vous pouvez dès demain avoir un crédit conso au Crédit Agricole parce que vous êtes dans une catégorie aisée pour eux. Donc très vite, en fait, pouvoir avoir accès à 80 000 euros sur 2 ans en crédit, qui va valoir un peu finalement le cash flow que normalement va devoir générer le site internet. Mais pensez toujours que le cash flow, vous allez avoir besoin de l'aide, vous allez avoir besoin d'être accompagné pour être accompagné par un expert en Google Ads, un expert en market. Vous allez pouvoir avancer vous à votre niveau, mais en fonction de votre posture, vous allez, même si vous voulez vous refaire les Google Ads à la fin, ce qu'il va vous falloir, c'est pour gagner du temps, normalement, ça dépend de votre budget, mais d'avoir un gars qui va vous expliquer comment ça marche avec vous, main dans la main, pour que ça tourne. Et surtout, n'oubliez pas que quand vous reprenez n'importe quelle boîte, donc dans le niveau 1, 2, 3, la première base, c'est de garantir que le chiffre d'affaires est maintenu. Dans la majorité des cas, le chiffre d'affaires diminue. Donc vous, votre enjeu, avant de vous dire que vous allez refondre le site internet, mettre des nouveaux produits, déléguer de telle façon tel truc, etc., vous assurez-vous que le truc tourne et que vous l'avez on track. Et pendant 4-5 mois, tout ce que vous allez faire, c'est de la passation et de la reprise de ce qui tourne aujourd'hui. Donc, site e-commerce, vous achetez un deuxième taf, ça c'est la réalité. Alors, pas un deuxième taf autant que vous allez faire, vous avez de la modalité, vous n'êtes pas obligé de travailler en synchrone, vous pouvez travailler en asynchrone. Ça ne va pas vous rajouter 7 heures par jour, mais en réalité, ça va rajouter pas mal de travail, mais c'est un investissement sur vous-même. Il faut vraiment se dire, là aujourd'hui, ça dépend de vos objectifs encore une fois, vous hésitez à faire un MBA, vous hésitez à reprendre un site e-commerce, reprenez un site e-commerce. Votre MBA, c'est intéressant si vous voulez repostuler dans des boîtes, de retourner dans des tafs intéressants, avoir du réseau, etc. Mais sinon, la majorité des cas, reprenez un site e-commerce, commencez par ça, ça va vous faire gagner vachement de temps. Deuxième type de boîte, c'est des entreprises en gestion. Les entreprises en gestion, c'est des boîtes qui vont jusqu'à 2-3 millions de chiffre d'affaires. Dans ces boîtes-là, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que avant d'atteindre ces montants de chiffre d'affaires, vous n'avez pas assez d'argent pour que la boîte soit réellement 100% déléguée et que vous ayez... Alors voilà, qu'est-ce que veut dire une entreprise 100% déléguée? Ça veut dire que votre positionnement est celui proche d'un actionnaire d'une boîte du CAC 40 ou d'une boîte qui est cotée en bourse
type Alternex, etc., de grosses boîtes cotées en bourse. Quand vous êtes actionnaire et vous le savez ici, demain, vous voulez acheter une action Tesla, vous vous connectez à votre broker, vous allez chez Fortuneo, vous vous connectez, vous mettez dans votre compte titre ou dans votre PEA, vous cliquez acheter action Apple. Vous avez une action Apple et advienne que pourra, c'est pas vous qui allez commencer à donner des conseils de gestion à la direction d'Apple sur les produits à sortir, etc. Et vous attendez que l'argent soit généré, soit que l'action prenne de la valeur, soit que des dividendes soient versés. Ça, c'est une entreprise déléguée. C'est une entreprise, vraiment, là, vous êtes actionnaire. C'est un truc qui tourne sans vous et c'est un modèle qui est fait pour tourner sans vous. Ça, c'est le Saint Graal. On se rapproche de ça dans les entreprises qui font plus de 3 millions de chiffre d'affaires et encore. Mais en tout cas, jusqu'à 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez devoir mettre les mains dans le cambouis. Tous ceux qui vont vous dire oui, l'entreprise, elle tourne toute seule, j'ai une équipe de gestion, ils s'occupent. En fait, ils n'ont pas la bonne vision et ils ne vous disent pas la vérité. Une entreprise jusqu'à 2-3 millions de chiffre d'affaires, vous avez potentiellement, alors ça dépend aussi du type de boîte que vous avez, et je vais vous dire, il y a certaines boîtes où ça s'y prête plus, mais en tout cas, ces boîtes-là, il y aura besoin de vous quand ce sera compliqué, quand ce sera la cata, et il y aura sûrement besoin de vous pour créer les nouveaux produits, remettre en place des processus. Il y aura sûrement besoin de vous pour travailler sur le développement de la boîte, pour travailler en tant que réel. En fait, vous allez pouvoir déléguer l'opérationnel de la boîte. Par contre, vous n'allez pas déléguer le développement concret de la boîte pour que ça avance. Votre DG de boîte, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas en capacité pour faire la transition de la boîte pour que celle-ci, elle, va franchir des étapes pour redévelopper le chiffre d'affaires. Je vous donne un exemple. Dans ce type de boîte, il y a énormément de chances. Donc là, je vous parle d'une boîte qu'on est en train de reprendre dans le sud de la France qui fait 1 million, 1 million, 1 million 2, 1 million 3 de chiffre d'affaires. OK. C'est des magasins. Très bien, c'est des magasins. Et là, on est du coup en juin en ce moment. On est dans la due deal. La due deal, c'est lorsque vous allez analyser l'entreprise en profondeur. Et là, on récupère, par exemple, en juin, on va récupérer un bilan. Donc le bilan, c'est annuel. Là, on va récupérer un mi-bilan pour voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On va récupérer même les chiffres du dashboard pour voir où on est chez l'affaire. Et là, on réalise que sur les 2 premiers quarters, on se rend compte qu'il y a du 15% de baisse du chiffre d'affaires. Il y a une directrice, donc il y a 2 magasins, 2 directrices en l'occurrence, et elles gèrent les magasins, elles sont vraiment motivées, elles sont dedans, elles bossent bien, elles y vont. Par contre, demain, on récupère la boîte. Si on dit à la directrice, écoute, voilà, tu as 15% de chiffre d'affaires en moins, il faut que tu fasses, moi j'ai besoin que ça fasse plus 10% par rapport à avant. Donc il faut que tu rattrapes ces 15%. Donc il faut que tu fasses, je sais pas, 20-30% pour rattraper les 15% perdus. Puis après, il faut que tu fasses 10% de plus. La directrice aujourd'hui n'est pas en faculté de le faire. Elle n'est pas en faculté de le faire. Et l'autre directrice de l'autre magasin n'est pas en faculté de le faire. Elles savent gérer, elles savent normalement à peu près maintenir. Là, on est dans une phase où il y a une perte de chiffre d'affaires. Elles ne sont pas en faculté pour surmonter ces épreuves-là. Dans la majorité des boîtes que vous allez reprendre qui sont dans le million de chiffre d'affaires, le 2 millions de chiffre d'affaires, voire le 3 millions de chiffre d'affaires, les personnes, alors c'est différent quand vous avez des startups, mais les personnes qui sont dedans n'ont pas les compétences pour faire face à un changement de plan stratégique, à un développement de nouveaux produits, en fait, simplement, alors là, je vous rentre dans le détail, mais simplement pour dire à la personne, écoute, là, vas-y, dis-moi, c'est quoi ton plan pour faire 30, enfin même, hein, vous arrivez même pas là, hein. C'est la personne vient vous voir et dire, bah voilà, là, on s'est rendu compte qu'on a perdu 15% de chiffre d'affaires, et d'elle-même va vous dire, bah voilà, on va faire ça, et du coup, ça va nous emmener là, et j'ai un taux de confiance de 8 sur 10, parce que c'est qu'une question de travail pour atteindre cet objectif-là. Ça, vous ne l'avez pas dans les boîtes qui font moins de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans cette gamme de boîtes, après, vous avez un petit peu tout. Il y a des boîtes qui sont beaucoup plus récurrentes que d'autres. Donc, par exemple, alors là, je vous parlais de chiffre d'affaires pour les sites internet et entreprises en gestion. Vous avez quand même ces boîtes qui ressemblent beaucoup à de l'immobilier. Donc, vous avez la laverie automatique, vous avez le car wash. Donc, généralement, laverie automatique, car wash, ça dépend ce que vous reprenez. Vous êtes plutôt en dessous du 200 000, vous flirtez dans le 200 000 euros du chiffre d'affaires. Là, c'est des boîtes qui sont très proches de l'immobilier, qui sont très automatisées. Donc là, même si vous rachetez ça, vous allez quand même avoir de l'intervention à faire. Donc, gérer des freelances pour s'assurer que ça se passe bien, gérer des équipes pour vous assurer que le matériel est maintenu. Et vous n'allez pas avoir assez d'argent pour vraiment déléguer cette partie de gestion de ces personnes-là. Vous allez pouvoir, alors ça dépend ce que vous voulez confier en réalité. Si vous voulez confier que le système tourne et que ce soit à peu près bien fait, ça dépend des personnes que vous avez en face. Si vous avez un assistant, une assistante, ça peut tourner. C'est-à-dire, vous avez un problème, par exemple, vous avez un car wash. Il y a un des éléments de car wash qui ne marche pas.
il y a un téléphone qui sonne. C'est pas le vôtre qui va sonner, ça va être votre assistant qui va décrocher. Votre assistant décroche, identifie qu'il y a un problème, suit un processus, redirige vers un partenaire de qualité qui est en faculté de régler la problématique. Mais attention, généralement, ça dépend de la qualité de vos partenaires, ça dépend de la qualité de votre assistant, mais de temps en temps, votre expertise technique sera à voir. Par exemple, si on prend des appartements en gestion. Là, j'ai des appartements en gestion à Metz. J'ai une colocation à Metz qui est en gestion. Il y a eu une peinture qui s'effrite. Bon, on m'envoie un devis 1500 balles de peinture. Mais hors de la vie, c'est 1500 balles, ce truc, ça vaut 150 balles d'être fait. Voilà, moi à force. Et par contre, mes partenaires m'envoient ce devis-là, ils ne comprennent pas ce qui ne va pas. Donc là, soit je suis en capacité d'expliquer à mon assistante ce que ça veut dire, quel est le montant, donc la former en fait sur cette partie de gestion et la former aussi sur la confrontation et le cadrage avec des partenaires pour qu'on puisse arriver au bon résultat. Et pareil, dans votre enjeu avec votre car wash ou votre laverie automatique, il y a des moments, il y a des décisions stratégiques. On retombe dans ce même problème de décision stratégique. Par exemple, aujourd'hui, vous avez une laverie. Est-ce qu'il faut installer un distributeur dedans? Est-ce qu'il faut mettre 10 000 euros de travaux supplémentaires pour rafraîchir? Est-ce que vous allez rentrer dans vos coûts? Est-ce que si vous rajoutez, vous arrêtez le gaz et vous passez, parce que la plupart des sèche-linges sont au gaz, et que vous passez à l'électrique, est-ce que ça va fonctionner, etc. Ces questions-là, en fait, vous allez devoir vous les poser. Par contre, vous êtes dans des business qui sont euh, assez simples à gérer. Alors, après, il y a un fantasme sur ces business-là. N'oubliez pas que votre enjeu pour que ça fonctionne là, on fait une petite bifurcation sur car wash et laverie automatique. Le mieux, hein, là par exemple, j'étais en training du coup pour reprendre des boîtes. Et j'étais avec une personne qui ne trouvait pas de boîte, ne trouvait pas de laverie automatique à reprendre. Du coup, moi je vais sur le bon coin, je tape laverie automatique, je regarde les laveries automatiques les moins chères à vendre, j'en trouve une à côté de Montpellier. Je me dis, tiens, ça c'est top. Je lui envoie l'annonce et je lui dis, tiens, il faut que tu reprennes ce truc-là. En même temps, il y a Flo qui est venu dans mes programmes IMO. Il a acheté pas mal d'immeubles avec nous. Il cartonne, il est super. Il nous a encore envoyé un message pour nous dire que ça marche vachement bien. Et je savais que lui, ça commençait à l'intéresser de passer au business et de passer aux laveries. Et du coup, je le contacte sur Facebook, là, pour le coup. Je lui envoie un petit message. Je dis, tiens, Flo, t'as vu cette laverie là qui a à reprendre à tel endroit? Il me fait, putain, Victor, j'ai suivi tes conseils. Je l'ai déjà racheté. Putain, j'ai trouvé ça fantastique. Tout ça pour vous dire que c'était une laverie à 10 000 balles. En fait, quand vous achetez quelque chose 10 000 euros pour en faire de la performance derrière, ça dépend ce que vous voulez dire, mais si on veut en fait en ressortir, faire plus d'argent, c'est plus simple d'acheter un truc à 10 000 balles et de réussir à le revendre 20 ou 30 000 et à augmenter le chiffre d'affaires quand ça a été un peu abandonné. Par contre, quand vous achetez quelque chose qui est dans les 200 000, où le prix est vraiment tiré, il n'y a pas beaucoup de cash flow pour réussir à en faire de l'argent, c'est plus compliqué. Du coup, quand vous regardez les laveries automatiques, quand vous êtes sur Paris, il y en a beaucoup qui sont à 150, 200, 300 000 euros à acheter. Et en fait, elles sont calculées, c'est même en faisant du financement LBO. Donc, ce que vous allez faire financement LBO, c'est exactement la même chose que quand vous voulez acheter un bien immobilier avec de l'emprunt. LBO, c'est simplement vous allez acheter une boîte avec de l'emprunt. Quand vous regardez les boîtes, et en fait, ça fonctionne. Si le prix de la boîte, quand vous allez l'emprunter, ce que vous allez devoir payer tous les mois, eh ben, la boîte génère assez d'argent pour que ça fonctionne. Et du coup, il y a plein de trucs. C'est comme un appart à Paris. Vous pouvez l'acheter, même si vous le louez, vous allez perdre de l'argent parce que l'emprunt sera plus élevé que le loyer auquel vous allez pouvoir le louer. Et je ne vous parle même pas des frais associés. C'est pareil dans la laverie. Les laveries de Paris, la majorité, ça ne fonctionne pas. À part les laveries qui sont vraiment en sale état ou des bonnes négociations à faire. Donc la majorité des trucs ne fonctionnent pas. Je voulais vous dire là-dessus, c'est que si vous, aujourd'hui, à l'étape où vous en êtes, si en fait on n'a pas les... Et c'est normal parce que vous commencez. Quand on commence, quand on regarde des boîtes et qu'on commence et qu'on veut racheter des boîtes, quand on regarde de l'immobilier et qu'on commence, quand on veut lancer un business et qu'on commence, en fait, 99% de ce que vous allez regarder, ça ne marche pas. Et en fait, vous ne voyez pas ce qui marche. C'est normal parce que vous n'avez pas les bonnes règles d'analyse. Vous habitez à Paris, vous voulez faire de l'investissement locatif, vous ne savez pas exactement c'est quoi les règles, c'est quoi les frais, c'est comment on regarde, vous n'avez pas l'expérience de l'avoir fait plusieurs fois. Et du coup, vous allez vous baser sur ce que vous connaissez. Du coup, vous allez vous baser sur les appartements à Paris. Vous dites, OK, je vais acheter un studio à Paris, je vais le mettre en location. Bon, et c'est ça votre vision de l'investissement locatif au début. C'est bon, c'est déjà bien, c'est déjà vous avancez, etc. Vous êtes dans une bonne démarche. Moi, déjà, je vous dis bravo quand vous faites ça. Par contre, quand vous faites les calculs réels, vous vous rendez compte qu'en fait, tous les mois, vous allez devoir mettre 500 balles de côté après impôt et que ça va être un enfer. Vous allez avoir la gestion, tout ça à faire en plus et que finalement, là, dans ce cas-là, vaut mieux, en réalité, alors ça dépend en plus de votre emprunt, vous allez mettre pas mal d'apports, etc. Si vous regardez, vaut mieux mettre de l'argent en bourse en réalité quand vous faites ça. Parce que vous n'allez pas mettre assez de dette sur le bien, par exemple. Si vous mettez 10% d'apport sur un appartement à Paris, j'avais fait les calculs l'autre jour, l'intérêt que vous voulez réaliser, c'est combien vous rapporte votre investissement en bout de course. Si vous mettez du 10, 20, 30% d'apport sur un bien immobilier, vous allez tomber à une perf de 10% par an si tout se passe bien. Donc vous allez réussir à faire 10% sur votre capital investi
sur la période du bien. Sauf que c'est de l'immobilier. L'immobilier, ça se passe bien, mais il y a d'autres enjeux. C'est-à-dire, il y a performance énergétique, il y a des locataires, vous pouvez avoir une vacance locative, vous pouvez avoir des travaux supplémentaires, des choses qui ne sont pas prévues. Du coup, en réalité, vous allez faire la même performance que la bourse en ayant pris un emprunt. Alors, et en réalité, et en vous créant des emmerdes. Donc, en fait, ça sert strictement à rien. Voilà, en vrai, ça sert strictement. Alors, ça sert aussi ça vous sert à avancer peut-être. C'est bien. Il faut juste voir aussi le prochain pas que ça vous emmène à faire. Mais dans la majorité des cas, ça sert pas à grand chose. Ça sert strictement. C'est mieux que rien, mais sinon, il vaut mieux mettre sa thune en bourse, quoi. Ce que je veux vous dire sur ces business de car wash et de laverie automatique, c'est exactement la même chose. C'est quand vous regardez une laverie automatique, il y a très peu qui vont réellement être OK pour vous comme type d'invest et qui vont bien marcher. La plupart d'entre elles qui sont à Paris, proche de Paris, ça ne marchera pas. Et finalement, vous allez retomber dans les mêmes zones où c'est intéressant de faire de l'immobilier locatif, ou c'est intéressant de faire des laveries. Donc on se rappelle, au-dessus de 3 000 euros, il n'y a que la location courte durée qui marche, c'est-à-dire du Airbnb, du Booking. Donc là, quand vous êtes dans les proches des 3 000 euros, hein, c'est-à-dire si vous éloignez trop de ça, ça ne marchera pas. C'est pareil pour vos laveries automatiques. Il faut être dans les 3 000 euros pour que ça fonctionne. 2 000 euros, coût total du projet, autour des 2 000, c'est la coloc qui peut fonctionner et la location courte durée dans Airbnb. Là, vous pouvez encore faire des laveries. Et sinon, c'est du 1 000 euros du mètre carré. Là, vous pouvez faire de l'immeuble de rapport qui tourne et qui vous génère du cash flow et qui fonctionne dans le temps. Et pour moi, c'est indirectement. Enfin, il y a plusieurs types d'investissements locatifs, mais bon, ça, c'est un des gros types moteurs. C'est là où vous pouvez faire finalement reprendre votre car wash et votre laverie automatique. Voilà, et donc ça sert il y a des moments, ça sert il y a plein de trucs en fait où ça ne tourne pas. Ça ne tourne pas. C'est la comparaison, c'est un peu là, demain, vous voulez acheter votre résidence principale à Paris. Vous vous rendez compte qu'il faut gagner pour un truc à 1 million d'euros, il va falloir gagner du 15 000 balles par mois pour acheter ça, quoi, grosso modo, du 7 000, du 15 000 balles par mois. Vous vous rendez compte qu'il faut 7 000, 15 000 balles par mois. Là, vous avez deux choix. Soit vous vous rendez compte que votre projet à Paris d'un appartement qui vous correspond, ça ne va pas et vous changez de zone. Donc vous allez en banlieue, vous allez dans une autre ville, vous allez en province, etc. Soit le problème à régler, c'est de gagner plus d'argent. Comment je fais pour gagner plus? Et là, vous allez vous dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Donc, les choses dont on parle ici. Mais en tout cas, il faut avoir ce constat direct. Et vous l'avez direct. Et c'est pareil dans la reprise de boîte, sur car wash, etc., les entreprises de façon générale. Il ne faut pas racheter des trucs qui ne vous permettent pas de gagner de l'argent de façon confortable. Quand vous reprenez des entreprises en gestion, là, par exemple, donc toujours, hein, donc les 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires, si vous voulez savoir combien ça vaut, assez compliqué. En fait, ce qu'il faut se dire sur du 3 millions, sur du 1 million d'euros de chiffre d'affaires ou 1,6 million, généralement, les boîtes qui sont bien optimisées, elles peuvent faire du 30% de marge, donc du 480 000 euros de marge. Le seul problème, donc pas de marge, pardon, d'EBITDA. L'EBITDA, je vous redonne un petit peu le terme, tous vous le savez déjà, c'est vous prenez le chiffre d'affaires d'une boîte. Donc par exemple, si vous avez une boîte de conseil qui va vendre la journée de consultant à 1 000 euros, par exemple du EY, des trucs comme ça, ils vendent 1 000 euros la journée, leur consultant va leur coûter 500 euros. Donc là, vous arrivez à marge brute, donc 1 000 euros chiffre d'affaires, moins 500 euros, c'est le coût des produits vendus, vous arrivez à marge brute. Là, ça va être du 500. Vous allez enlever tous les frais administratifs et commerciaux. Donc, par exemple, d'avoir signé le client sur la durée du contrat, ça fait du 100 balles par mois. Et l'administratif, ça fait du 100 balles par mois. Du coup, vous enlevez 200 balles à ces 500 euros. Vous arrivez à du 300 euros. Et là, c'est votre EBITDA. Et là, la majorité des boîtes, il faut vraiment vous dire ça dans l'ensemble. La majorité des boîtes, c'est un truc, c'est assez marrant parce que j'ai discuté avec deux potes avec qui je bosse bien sur le BTP. D'ailleurs, on regarde des boîtes de BTP à racheter ensemble. C'est devenu des potes, mais on bosse ensemble. Ce qui s'est passé, c'est la majorité des entreprises, en grande marge, elles vont finir sur ce 30% de marge d'EBITDA. En réalité, vous pouvez prendre à peu près n'importe quel business pour l'emmener à ces 30% de marge d'un point de vue final, si vous voulez. C'est un peu ça l'idée. Bon, il y a des endroits où effectivement cette règle ne se respecte pas, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de comment ça fonctionne. Par contre, les 30% de marge, qu'est-ce qu'ils représentent exactement? Ça, c'est la question à se poser. Vous avez une boîte qui fait 1,6 million, elle fait ses 30% de marge, et du coup, elle fait ses 30% de marge d'EBITDA, du coup, elle fait 480 000 euros d'EBITDA par an. Ce qu'on dit généralement, c'est en termes de valorisation, alors n'oubliez jamais que la valorisation, c'est juste le prix auquel vous êtes OK de payer. C'est juste c'est le seul truc en valorisation de boîte. Et là, généralement, quand on est dans ces gammes d'EBITDA,
on va appliquer globalement un multiple de 4. Ça dépend du secteur dans lequel vous êtes, mais on va appliquer un multiple de 4 pour valoriser la boîte. On va dire elle vaut 1,9 million, la boîte. Ok, très bien, certes. Ces multiples d'EBITDA, en fait, ces valorisations de boîtes par l'EBITDA, ce que ça veut dire, c'est que vous allez regarder des boîtes qui ont été vendues. Alors, il y a deux façons de le faire. Soit vous regardez des boîtes qui ont été vendues, qui ressemblent, qui sont les mêmes normalement que la boîte que vous allez acheter, ce qui n'existe pas, mais vous allez regarder des trucs qui se ressemblent vraiment, quoi. Même secteur, même typologie de client, etc., même ancienneté. Mais en réalité, c'est généralement sur le chiffre d'affaires et sur l'EBITDA. Et on va regarder à quel prix ça a été vendu. On va se dire, OK, multiple de transactions, c'est vendu à 4 fois quand c'est dans cette zone d'EBITDA, donc voilà le prix de vente. L'autre côté, ça va être de dire, OK, dans le marché, globalement, elles sont valorisées à 4 fois de multiples d'EBITDA. C'est comme ça que sont valorisées les boîtes, pas en multiples de transactions, mais en comparable aujourd'hui par rapport au marché qui dit que ça vaut tant, mais même pas par rapport aux transactions. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, OK, il y a 480 000 euros d'EBITDA, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez tout à l'heure quand on a parlé des charges. Donc, on avait parlé de deux types de charges. On avait parlé des coûts des produits vendus. Donc, OK, coût des produits vendus. Donc, dans notre cas de consultant, c'est OK, le consultant que vous avez réussi à vendre, il vous coûte 500 balles la journée. Donc, il vous coûte 500 balles la journée, vous le vendez 1 000 euros. OK, dans les frais administratifs commerciaux, vous avez la gestion, vous avez le DG. Votre directeur aujourd'hui, le CEO de la boîte, est-ce qu'il bosse dans la boîte ou pas? Généralement, oui, il bosse dans la boîte. Et généralement, c'est qui fait une grosse partie du commercial? Ah ben, il y a des équipes, mais c'est lui qui donne l'énergie aux équipes. C'est lui qui récupère les gros contrats. C'est lui qui va refaire la stratégie. C'est lui qui va régler les problématiques avec les clients quand ça se passe mal, quand il y a des gros enjeux. C'est lui qui va faire les recrutements. Et bizarrement, dans ces boîtes-là, quand vous regardez combien il est payé, le mec, il est payé 3 000 euros par mois. Ok, super. Il est payé 3 000 euros par mois pour faire tout ça, avec une expertise fantastique. Et en plus, c'est sa boîte. Quand c'est votre boîte, quand vous allez au restaurant, que c'est votre restaurant. Alors moi, je vois très bien le truc. Dans les espaces de coworking que j'ai pu avoir, dans les trucs de restauration, vous êtes dans votre resto, vous êtes le boss du resto. Quand la table, elle n'est pas bien nettoyée, c'est votre vie qui est en jeu. Quand vous avez des clients que vous voyez attendre à l'entrée, c'est votre vie qui est en jeu. Quand vous voyez que là, il y a potentiellement quelque chose que vous pouvez signer, vous pouvez faire un upsell, par exemple, la personne qui est en face de vous vous dit, elle vient visiter un bureau, par exemple, pour le louer, et elle vous dit, ah bah tiens, moi j'aurais bien aimé un bureau plus grand. L'upsell est ouverte. Et là, vous avez quelqu'un qui bosse avec vous, qui bosse pour vous, que vous avez visiblement mal encadré ou mal sélectionné ou mal managé, qui ne voit pas la porte ouverte et ne propose pas ça. Et ne propose pas, par exemple, votre forfait café supplémentaire. Et vous vous rendez compte que vous perdez votre marge, en fait. Vous perdez 50, 100 balles, 1000 balles par mois parce que vous avez mal sélectionné au début et que la personne va rester 5 ans chez vous. Donc 10 000 balles, on va dire, par an, x 5, vous perdez 50 000 balles. 50 000 balles de marge pure. Vous le vivez, c'est ça le DG, c'est ça l'entrepreneur. Et ça, vous le voyez. Et généralement, c'est assez marrant parce que on voit beaucoup, moi, c'est mes copines, qui à chaque fois qu'elles m'ont vu quelque part, et vous pouvez voir chez vos potes qui sont entrepreneurs, moi, je regarde tout, je vis le truc avec les gens. C'est-à-dire que je vois les petits détails, et c'est ça, vous allez dans un palace, vous allez dans un restaurant, vous allez dans un car dealership, un mec qui vous vend des bagnoles. Vous regardez tout ça, vous voyez le détail, vous voyez sur quoi ils font attention, comment ça fonctionne, plein de choses où quand on est juste consommateur, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Par contre, quand vous regardez le détail, vous vous rendez compte de l'énergie qu'il faut pour s'assurer que le truc tourne là est bien. C'est pas parce que vous avez fait un process que le truc tourne. Ce qui est fantastique, c'est que je ne sais pas à quel point vous avez testé ChatGPT, etc. Mais même avec ChatGPT, on se retrouve. Moi, des moments, je demande des trucs à ChatGPT, il me dit non, non, je peux pas le faire et tout. J'insiste et j'ai le truc que je veux, quoi. ChatGPT a la flemme, quoi, de le faire. Mais les personnes qui sont dans vos équipes et vous-même, nous, niveau de flemme, vu que c'est lié à notre. C'est pareil pour ChatGPT en fait, mais c'est lié à notre énergie. Il y a des moments où ça va capoter. Et si on ne nous remet pas un petit coup d'énergie, on ne nous redit pas, écoute, c'est ça que je veux, comme ça, il faut le faire, et ben c'est pas fait. Et bien dans ces boîtes, c'est la même chose. Quand vous reprenez une boîte là, qui est 1,6 million, ne fantasmez pas. Regardez réellement ce que fait le mec. Et tout le monde va vous dire, oui, ça tourne tout seul. Mais non, parce que le mec, il est même pas... Alors, il y a la bonne foi et la mauvaise foi. Bonne foi, le mec est même pas au courant de ce qu'il fait dans sa boîte. Ça arrive très souvent parce qu'il le fait tellement que, par exemple, c'est comme quand vous allez voir quelqu'un qui fait du surf. À un moment, il ne sait même plus ce qu'il fait. S'il doit vous expliquer comment il fait du surf ou comment il se lève sur une vague, potentiellement, le mec, il va devoir se remettre sur une planche et dire, OK, je sais pas, il va refaire le mouvement en face pour se dire, attends, c'est comme ça que je le fais. Et en fait, en le faisant, il va se dire, ah ouais,
En fait, j'ai fait ça, comme ça, comme ça. Et plus ça fait longtemps que la personne fait ça, le plus c'est loin et le moins elle va se rendre compte de où vous en êtes et de ce qui se passe. Dans tous les domaines. Vous avez une personne qui a intégré une belle boîte, qui est trader dans une boîte, une personne qui fait du conseil dans une boîte. En fait, elle ne va plus se rendre compte du niveau où vous en êtes. C'est pour ça que généralement, les juniors sont formés par ceux qui ont 1, 2 ans d'expérience de plus et c'est formé à chaque fois par la personne qui est au-dessus parce qu'il y a comme ça une continuité et une connexion qui est faite entre toutes ces expériences. Du coup, vous avez la bonne foi où la personne ne se rend pas compte de ce qu'elle fait et vous avez la partie mauvaise foi où en fait la personne ne veut pas vous dire concrètement que oui, elle fait beaucoup de choses parce que sinon, cet EBITDA là de 480 000 euros dont on parlait, dont on va multiplier ce truc-là par 4 pour avoir la valorisation, bah, si vous vous rendez compte qu'en fait, le mec, il fait sa boîte, il est vraiment motivé, parce qu'en fait, c'est ces 480 000 euros qu'il rémunère réellement, et s'il n'avait pas ça, eh ben, il ne le ferait pas. Vous vous rendez compte qu'en fait, les 3 000 euros qui sont en salaire dans la boîte, ça ne vaut strictement pas son boulot, et que vous, si vous voulez le remplacer, jamais vous allez trouver un mec à 3 000 euros. Et encore une fois, trouver quelqu'un qui a un esprit entrepreneur, ça se trouve, mais c'est pas simple. Quelqu'un qui est en capacité de prendre le poids d'une boîte. Alors, il y a beaucoup de salariés qui prennent le poids des boîtes, là, je pense que beaucoup de salariés, ça, faut faire attention quand vous faites des reprises, mais il y a beaucoup de salariés qui prennent le poids de la boîte sur l'ampleur qu'ils sont capables de faire, à laquelle ils sont capables de faire face. Donc, c'est quand vous voulez, vous avez des personnes motivées. Par exemple, moi, je suis en charge de la comptabilité et de m'assurer que la boîte encaisse bien ce qui a été facturé. Je peux prendre, et mon combat, c'est de bien facturer, s'assurer que tout est bien réglé et s'assurer que les clients qui ne payent pas vont payer en bon terme. Et je négocie, je suis capable d'aller jusqu'au bout et d'être excellent dans ce que je fais. Ça, vous le voulez. Sauf que cette personne-là ne sera pas en capacité, alors elle ne le veut pas, elle n'a pas, souvent elle n'a pas les moyens aujourd'hui, parce qu'elle n'a pas été formée pour et ça demande de l'expérience, et souvent elle ne veut pas prendre la responsabilité de lui dire, écoute, là aujourd'hui, la boîte, on est en train de perdre 20%, trouve-moi la solution pour qu'on fasse 20% supplémentaire. Et ces personnes ne veulent pas. J'ai mis excessivement longtemps à comprendre. C'est basique hein, pour la majorité d'entre vous. Vous allez dire, OK, moi je galère un peu. Et oui, je pense que je galère un peu. J'ai mis énormément de temps à comprendre que dans la tête d'un employé, il est un employé pour la majorité d'entre eux. Et ils ne peuvent pas, et ils ne veulent pas, et ils ne sont pas payés pour prendre la responsabilité que la boîte tourne au maximum. Alors que moi, depuis le début, mais je pense que ça devient, c'est de l'éducation, depuis le début, quand moi je vois le système global qui ne marche pas, je prends la responsabilité de m'assurer que le truc va marcher. C'est terrible parce que ça vous met beaucoup de pression. Il y a du positif, il y a du négatif, etc. D'avoir cette démarche-là, ça vous permet de progresser dans les boîtes, ça vous permet d'aller plus sur dans l'entrepreneuriat, mais d'avoir cette démarche-là, ça vous met énormément de pression. Généralement, c'est une pression qui ça peut vous empêcher aussi de vous développer parce que vous avez trop de pression là-dessus. Donc, quand on est sur ces valorisations de boîtes, donc quand on reprend nos 3 cas de tout à l'heure, entreprise en gestion, 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires, attention, parce qu'il y aura besoin de vous quand même pour cadrer les choses et vous assurer que ça tourne. Vous pouvez être céréales. Alors, il y a votre positionnement après quand vous faites une reprise aussi qui est intéressant. Et en fonction de ce que vous êtes, donc soit céréales repreneur, vous reprenez plusieurs boîtes dans un secteur et vous vous positionnez comme la personne qui va positionner le directeur de la boîte. Opérationnel, vous allez devenir DG de la boîte, donc vous occuper du quotidien. Et le consultant, vous allez apporter votre expertise. Donc ça peut être par exemple en marketing, en commercial, etc. L'enjeu qui se passe dans ce type de boîte-là, dans les entreprises en gestion, c'est qu'il y aura besoin de vous. Il y aura besoin de faire face à ces éléments-là. Et il va falloir quand même s'y consacrer et y donner du temps, mais il faut le savoir. Par contre, alors dans une boîte comme ça, il faut vous dire par millions d'euros de chiffre d'affaires, vous allez pouvoir dégager pour vous 200 000 euros par an. Alors, si vous achetez, donc ça dépend de la valo, ça dépend de combien vous empruntez, mais je vous donne un ordre d'idée. 1 million d'euros, vous allez gagner 200 000 balles par an. Et sur les 200 000 balles par an, vous avez généralement la moitié qui sera en gain en capital et l'autre moitié qui sera en gain en salaire équivalent. Voilà. Donc, million d'euros, 200 000 balles pour vous. Mais attention, dans ces 200 000 euros, il y a cette partie, en fonction de comment vous arrivez à déléguer, il y a cette partie, vous allez bosser, quoi. Vous allez être DG de la boîte. Voilà. Grosso modo, vous allez être DG de la boîte. C'est très compliqué. Alors, il y a DG avec plus ou moins d'implication en fonction de comment vous êtes en faculté de déléguer des parties et surtout du contexte, parce que quand vous êtes dans des boîtes où le contexte évolue très fortement, bon, il y aura peut-être besoin de plus d'intervention et de votre faculté à trouver les bons profils. Donc, par million d'euros, à peu près, vous êtes à 200 000 euros gagnés. Quand vous arrivez sur une entreprise déléguée, là, par contre, c'est un changement de positionnement. Plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Attention, quand vous êtes, et ça dépend des boîtes après, mais vous pouvez retrouver des boîtes avec une équipe de direction
qui est vraiment accroché et qui va faire que la boîte va tourner et qui va faire que ça va fonctionner sans que vous ayez une réelle intervention à faire. Alors attention, il y aura toujours une intervention à faire, un positionnement stratégique, des positionnements politiques à réaliser et vous assurer que les personnes qui sont du coup à la direction sont clairs sur leurs objectifs par rapport à leurs moyens et vont avoir envie de continuer à travailler avec vous. Donc là, comme d'habitude, là, je vais vous montrer les risques. J'aime pas vous montrer les risques trop. Je pense que c'est intéressant et je pense qu'il faut les dire parce qu'il faut aussi voir, parce que souvent, en fait, c'est facile de montrer les risques, c'est un peu plus dur de montrer l'opportunité. Donc les risques, c'est une personne qui, vous avez un directeur de boîte, il divorce, et du coup ça marche plus, vous avez un directeur de boîte qui a un peu moins d'énergie, vous avez un directeur de boîte qui veut changer de secteur, faire autre chose. Et en fait, vous avez ces départs-là qui sont à gérer. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'humains à réaliser et de l'humain, c'est culturel. Là, vous êtes vraiment dans une démarche culturelle, donc il y a des approches en fonction des personnes qui sont en face de vous. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent ce podcast, qui ont été managers, qui ont été coachs et qui voient en fait quelle est l'implication humaine qu'on peut avoir et comment on doit s'adapter au type des personnes parce qu'on est tous différents, on a tous des façons d'être réceptifs. Il va falloir aller là-dessus. Je vous ai fait toute cette partie. On a passé, 1 heure ensemble là, sur cette partie. Et c'est important de comprendre du coup ces 3 éléments-là. Et là, on va quand même continuer sur les questions que maintenant vous pouvez vous poser. Donc, on reprend quelque chose de basique. Généralement, quand on se lance sur la reprise d'entreprise, donc là, vous voyez un petit peu mieux les 3 gros sujets que vous pouvez reprendre. Il y a une question de, OK, en fonction de combien d'argent j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je peux reprendre? Oui, des boîtes peuvent, surtout en plan de sauvegarde ou en liquidation. Donc, le plan de sauvegarde, c'est lorsque l'entreprise a du potentiel et qu'on a besoin de changer. Généralement, si vous pouvez reprendre, en fait, c'est qu'il y a besoin de changer l'équipe dirigeante et on peut renégocier les dettes et se positionner. La liquidation, c'est OK, on n'a pas trouvé un plan où là, il y a trop de pression sur cette boîte pour que ça puisse continuer. Du coup, on va settle les assets, quoi. On va vendre des trucs. Oui, il y a des boîtes que vous pouvez reprendre pour 1 euro. Généralement, il faut faire attention parce que les boîtes à 1 euro se reprennent quand même avec minimum 10-20 000 euros. Et après, attention parce qu'en fonction de la taille de la boîte que vous allez reprendre, vous allez avoir besoin de faire des analyses de la boîte. Et généralement, on est dans du 3-5% du montant du chiffre d'affaires ou de la valo pour faire des études. Pour vous donner un ordre d'idée, là, on fait une due deal sur une boîte d'1,4 million, 1,5 million. On va avoir 5 à 5 000 euros de frais comptables pour faire des analyses qui sont... Alors, est-ce que vous avez vraiment besoin de faire ces analyses finalement quand vous reprenez un business? Tout dépend de votre risque. Je vous en ferai un épisode, mais en fait, il faut juste sizer votre risque par rapport à ce que vous allez faire. Vous reprenez un truc qu'on vous vend 10 000 balles. Est-ce que il y a des vérifications à faire pour vous voir s'il n'y a pas de la dette, des choses très compliquées auxquelles vous allez être confronté? Mais sinon, potentiellement, ça ne vaut pas le coup de dépenser 30 000 euros de frais de conseil pour acheter la boîte. Donc, il y a des moments, en fait, il faut sizer finalement votre investissement en termes d'audit de boîte par rapport à ce que ça va vous apporter. Mais globalement, reprendre une boîte dans la majorité des cas, même si vous faites des super deals, donc un organisme de formation qu'on a repris, 350 000 euros de chiffre d'affaires, on l'a repris pour 10 000 euros, avec du crédit vendeur, etc., plein de mécanismes. Donc oui, on peut reprendre des boîtes avec des 10-20 000 euros. Mais attention, parce que quand on reprend des boîtes, vous êtes dans un système, alors c'est à peu près la même chose en immobilier, mais un peu en décalé. En immobilier, vous achetez par exemple un immeuble qui va vous coûter 10 000 euros par mois de remboursement de crédit. Si l'immeuble tourne, vous allez faire du 20 000 euros, du 15 000 euros de chiffre d'affaires et ça va tourner, ça fonctionne. Par contre, il y a des moments où ça peut diminuer. Et si ça diminue et que vous n'arrivez plus à louer, là, vous êtes en risque par rapport à la dette. Ça peut pas. Alors, vous avez cette dette d'achat qui peut être la même chose quand vous achetez une boîte. Donc, vous avez une dette d'achat. Mais imaginons qu'on enlève la dette d'achat. Il y a quand même une autre problématique quand vous reprenez des boîtes qui va être, dans l'immobilier, c'est pareil, c'est de faire face au run du business et de faire face donc au run. Ça va être les OPEX, c'est-à-dire ce qui est dépensé tous les mois pour qu'en fait la boîte avance. Donc ça va être les salaires principalement, ça va être l'administratif, etc. Ça va être les gars qui vont bosser. Et à côté, il y a les CAPEX. Les CAPEX, c'est l'investissement qui est nécessaire pour que la boîte se maintienne dans le temps. On va faire la parallèle avec l'immobilier. L'immobilier, vous avez acheté un immeuble, il n'y a pas de dette, vous n'avez plus de dette. Mais potentiellement, chaque année, vous devez payer la taxe foncière, vous devez payer les petits entretiens comme ça. Ce n'est pas vraiment des investissements, il y a eu un peu de casse, un peu de trucs. Voilà, vous payez un dégât des eaux, des trucs comme ça. Il va falloir avancer de l'argent, les mettre en location, par exemple. Si vous avez des diagnostics à faire, avancer les diagnostics. Bref, ça vous burner de l'argent. Ça peut vous burner, je sais pas, 1 000 euros par mois. Voilà.
Il faut être en capacité de faire face à ces 1 000 € par mois. Vous achetez un immeuble assez gros, c'est 1 000 € par mois. Vous achetez plusieurs immeubles, c'est 10 000 € par mois. Donc votre risque opérationnel chaque mois passe à 10 000 €. Donc il faut être en capacité de faire face à ça. Si aujourd'hui, votre faculté à faire de l'argent, c'est vous gagnez très bien votre vie, vous gagnez bien votre vie, vous avez un salaire à 5 000 €, si votre risque en face est de 10 000 € par mois, ça commence à devenir un peu compliqué. Bon, généralement, les deux augmentent en même temps, hein. C'est-à-dire que plus vous avancez dans votre vie d'investisseur, plus vous avancez dans les revenus que vous avez. Donc, puis ça s'apprend, hein, puis vraiment, vous faites face. Et après, il y a cette notion de CAPEX. Un immeuble, par exemple, nouvelle loi DPE, vous devez faire des rénovations par 100 000 balles. Eh bien, il faut être en faculté de faire face aux 100 000 €. Donc, il y a faculté financière, là, on est principalement financière. En faculté de trouver ces 100 000 balles pour faire l'investissement. Et la boîte, c'est exactement pareil. La boîte, vous avez du coup ces OPEX qui tournent et vous avez des CAPEX qui sont nécessaires. Les CAPEX, ça peut être, vous avez une laverie automatique, de changer des machines. Vous avez une boîte de conseils, ça va être refaire le site internet, ça va être de refaire la prochaine campagne marketing, etc. Ou refaire face à payer pour recruter un nouveau directeur, développer la boîte. Donc attention à ces notions de risque. Donc en fait, quand vous regardez une boîte, quand vous dites OK, est-ce que j'ai le budget de racheter cette boîte? Premier élément, jusqu'à un certain cadre, il faut quand même avoir 10 000 balles de côté pour acheter un truc, minimum, hein. Moi, c'est ce que je me dis. Même si vous rachetez des boîtes en liquidation, assez souvent, elles partent à 10 000 € minimum. Et attention, dans certains cas, il faut vous faire accompagner pour ne pas vous retrouver à prendre des trucs que vous ne voulez pas, genre des dettes, être très clair sur quand vous faites le dossier. Et de l'autre côté, l'autre élément, ça va être de vous dire, OK, comment je fais pour... en fait, j'ai cette boîte, OK, aujourd'hui, je me mets une boîte qui encaisse 60 000 € par mois, qui a 50 000 € par mois de coûts. Si un jour, il y a un pépin, comment je fais pour couvrir, en fait, un minimum ce décalage de trésorerie? Donc, quand même, être en faculté d'avoir des fonds. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que la majorité, mais c'est l'entrepreneur, la majorité des entrepreneurs, pour des boîtes à 1 million d'euros, ils vont être dans des 80 000 € par mois d'encaissés et ils vont décaisser 50 000 €. Et c'est assez rare, finalement, qu'ils aient tant de protection que ça. C'est aussi la réalité du marché. Ils ont peut-être 1 ou 2 mois d'avance. Le Saint Graal, c'est 6 mois, mais la plupart d'entre eux, je pense qu'ils ont moins que ça. Mais vu que ça tourne chaque année et que ça fonctionne de la même manière, ils fonctionnent comme ça. Donc ça, c'était pour vous donner l'idée. Donc, votre reprise de boîte, vous pouvez aussi vous associer. Donc, il y a plein de méthodes de financement si vous ne voulez pas faire les choses seul. Alors, attention aussi sur l'association pour en parler une autre fois. Du coup, votre première question, c'est mais c'est quoi votre projet de reprise? C'est quoi votre objectif? Donc là, on revient sur votre objectif de vie. Qu'est-ce que vous voulez faire et où est-ce que vous voulez aller avec la reprise? Et n'oubliez pas que c'est un jeu en plusieurs étapes et que la première boîte que vous allez reprendre, ce ne sera pas forcément et ce sera forte chance que ce ne soit pas la dernière que vous allez garder. Alors attention, si vous faites une belle reprise d'une boîte, pareil, qui fait 600 000 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, que vous devenez directeur général, il y a très forte chance que vous gardiez cette boîte 10 ans aussi. Une fois que ça tourne, que ça marche bien, que vous êtes concentré dessus, vous pouvez vous payer 10 13 000 balles par mois avec des montants similaires. Et en fait, vous n'avez pas besoin de plus. Il y a un truc qu'on ne voit pas, c'est que généralement, on a beaucoup d'ambition, sauf qu'en fait, c'est assez marrant parce qu'on parle d'un truc qu'on ne connaît pas. Donc, on va se dire, OK, moi, j'aimerais avoir 1 million d'euros, OK, voilà. Et en fait, j'aimerais avoir 10 millions d'euros. Sauf qu'une fois que vous arrivez à 2 millions d'euros, vous dites, mais pourquoi j'irai à 10 millions d'euros? En fait, vous êtes très bien. Et finalement, ce qui se cachait derrière ces 10 millions d'euros est accompli avec moins d'argent. Du coup, les questions que vous pouvez vous poser, c'est OK, c'est quoi ma strate de reprise? Qu'est-ce que je veux concrètement? Est-ce que je veux gagner 2 000 balles par mois, 3 000 balles par mois, 300 € par mois, 10 000 € par mois? En fonction de ça, ça va décrire le projet, la boîte que vous allez pouvoir racheter. Après, quand vous reprenez une boîte, ne soyons pas lunaires. Il faut toujours prendre en compte la revente de la boîte. Voilà, vous reprenez un business. En fait, c'est un truc qui est assez dur à faire. Et moi, le premier, ça m'a pris très longtemps à faire ça. C'est de vous dire, OK, vous lancez dans un projet. C'est un projet. Et mettez-vous directement un moment où vous allez vendre le projet, où vous allez refaire une étape. Vous rachetez une boîte aujourd'hui, dites-vous que vous allez la vendre dans 3 ans. Voilà, vous faites un plan, vous revendez dans 1 an, un plan, vous revendez dans 3 ans, un plan, vous revendez dans 7 ans, et un plan, vous revendez dans 15 ans. Et dites-vous toujours, je suis ouvert à la vente dans tel critère, et voilà où je dois aller à cette prochaine étape où je pourrais vendre, encaisser tant d'argent s'il y a un scénario qui se profile. Et c'est assez rapide à faire. Mais en tout cas, pensez toujours à la vente. Est-ce que quand vous allez reprendre une boîte, c'est un peu dur au début quand on commence, mais est-ce que vous voulez en faire un groupe pour reprendre plusieurs boîtes autour de ça? Donc attention, je ferai un épisode là-dessus. Vous pouvez par exemple reprendre plusieurs boîtes de market qui font 1 million d'euros de chiffre d'affaires chacune pour arriver
à une boîte de market qui fait du 5-10 millions d'euros de chiffre d'affaires et la revendre à ce moment-là. Oui, ça peut être intéressant. Vous vous rappelez des multiples de revente. Généralement, plus vous avez une boîte grosse et qui fait de l'argent, surtout, plus le multiple de revente est important. Et plus ça intéresse les personnes parce qu'ils achètent un truc packagé. C'est comme les immeubles de rapport pour les investisseurs. Il y a un moment, vous allez à Maubeuge, acheter un appart, c'est bien, acheter un immeuble, c'est mieux. Et ça vous prend la même énergie en réalité. Et après, quelle sera votre implication? Donc un petit peu ce que je vous ai donné, comment vous voyez? Est-ce que vous voyez consultant? Est-ce que vous voyez directeur de boîte? Est-ce que vous voyez serial entrepreneur? Et posez-vous ces questions-là. Même si aujourd'hui vous ne savez pas, dites-vous, voilà, moi ce que je veux, c'est ça, et prenez une décision aujourd'hui. Alors ça, c'est bizarre. En fait, pour avancer, moi je suis convaincu de ça, on a besoin de se prendre des décisions, de se dire, OK, moi je vais être serial entrepreneur, comme ça vous vous mettez avec cet angle de vision. Vous ne l'êtes pas aujourd'hui, mais vous vous mettez dans les chaussures d'un serial entrepreneur. Et vous agissez comme si vous étiez serial entrepreneur, repreneur. Et en vous mettant là-dedans, vous allez analyser les boîtes avec ce pragmatisme-là et vous allez pouvoir voir en vous donnant all-in dedans, voir si c'est pour vous ou pas, ou si finalement vous êtes plutôt consultant à la fin. Après, quand vous avez une boîte et que vous avez fait du coup votre objectif financier, combien vous voulez tous les mois, à quoi ça ressemble, etc., vous écrivez ça, comme, vous faites un croquis en fait. Là, on est en train de faire un tableau. On ne sait pas peindre, mais on a envie de faire un beau dessin. Et bien, la première chose à faire, c'est vous prenez votre crayon et vous essayez de dessiner un cheval. Voilà, vous voulez faire un beau cheval. Vous ne savez pas dessiner un cheval, bah prenez, là, vous faites l'état des lieux, vous dessinez un cheval, vous ne savez même pas où est la crinière et tout, mais lancez-vous là, faites un dessin de cheval, etc. Une fois qu'il est fait, vous allez pouvoir vous dire, OK, bon, comment j'améliore ce truc-là, etc. Puis vous allez regarder des photos, vous allez avancer, puis progressivement, le cheval, ça ne va pas être le cheval que vous voulez, ça va être autre chose, mais vous allez progresser. C'est exactement pareil sur vos objectifs. Et là, le nerf de la guerre, une fois que vous avez fait ça, il va falloir trouver du coup le secteur. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous semble intéressant? Vous pouvez noter des secteurs comme ça, mais généralement, on n'en a aucune idée. Donc, vous dire, OK, quel secteur? Vite fait, quelles sont les compétences que vous avez? Voilà ce que je sais faire aujourd'hui. Alors, attention, si vous êtes dans une phase de recherche de boîte et que vous avez quitté votre ancien taf et que ça s'est mal fini et qu'on vous a dit que vous n'avez pas fait les performances, attention, parce que là, vous êtes dans une phase un peu down. Donc, très dur de vous dire sur quoi vous êtes bon. Rassurez-vous, reprendre une boîte, regardez les personnes qui gèrent des boîtes autour de vous. OK, il y a des compétences particulières, mais il y en a plein. On n'est pas tous des rockstars. Et franchement, on les voit souvent, c'est un peu comme sur Instagram, on voit les gens sur leurs meilleurs jours, mais en réalité, c'est pas ça. Une fois que vous avez fait ça, pour regarder les barrières à l'entrée vite fait, comme ça, vous notez ces trucs-là. Mais là, il y a la question géographique aussi. Est-ce que vous voulez rester proche de chez vous ou partir plus loin? Je vous encourage très fortement à acheter une boîte qui va être proche de là où vous allez être. OK, aujourd'hui, on peut bosser en ligne, il y a des visios, etc. Mais je sais pas, c'est 50% de la perf physique quand vous avez des vraies équipes sur place, surtout si vous achetez un truc où il y a du physique. Le physique, c'est très très dur à remplacer. Et puis à un moment, il faut vous rappeler, dans la majorité des boîtes que vous allez reprendre, vous avez besoin de vous montrer. Vous avez besoin de montrer que vous êtes là, vous avez besoin de montrer que vous êtes le boss, sans montrer que vous écrasez les gens, mais que vous êtes là, que vous maintenez la baraque et que vous envoyez de l'énergie. Vous êtes une ressource d'énergie pour les gens, une ressource de vision, une ressource d'inspiration. Vous êtes là pour leur dire, écoutez les gars, on y va quoi. Ça va être bien, la boîte est cool, ce qu'on fait c'est fantastique. En fait, il y a un truc, si vous ne dites pas aux gens que ce qu'ils font c'est fantastique, ils vont pas s'en rendre compte forcément. Et c'est à vous, c'est votre taf de le faire. Donc situation géographique, franchement, pensez à reprendre un truc où c'est pas loin de chez vous, au moins sachiez, soyez au courant que vous allez devoir le faire et aller sur place pendant 4 mois, 6 mois, 1 an pour vous assurer que ça marche bien. Une fois que vous avez fait ça, en fait, vous êtes un petit peu perdu. Voilà. Vous êtes là, OK, taille de l'entreprise. Bon, vous allez mettre, pourquoi pas un nombre de salariés, un montant de chiffre d'affaires, valorisation. Bon, vous mettez des montants comme ça pour répondre à ça. Votre apport personnel, mettez combien vous avez d'argent et qu'est-ce que vous êtes prêt à risquer. Bon, c'est bien. Et après, votre stratégie d'emprunt, est-ce que vous allez emprunter? Est-ce que vous allez faire un BO dont on vous a parlé? Notez ça. Après, est-ce que vous êtes OK pour vous associer? Est-ce que vous êtes OK pour piloter seul? Vous avez besoin de quelqu'un? Est-ce que seul, c'est trop pour vous? Est-ce que vous avez besoin de l'énergie de quelqu'un d'autre? Si c'est le cas, associez-vous. On est tous particuliers et généralement, on a besoin de s'associer pour beaucoup d'entre nous pour avancer. Et après, le risque, est-ce que vous êtes OK de reprendre une boîte qui va mal? Attention, les boîtes qui vont mal, faut tout casser, faut remonter, faut généralement licencier, faut être prêt à faire face à une phase où ça va pas très bien ou prendre une boîte qui tourne déjà. Alors, l'équivalent en immobilier, c'est on va vous dire, ouais, il faut racheter un bien où il y a des travaux à faire. Non, il y a plein de biens qui tournent bien, où il n'y a pas de travaux à faire, où le mec a fait les travaux, ça tourne bien, que vous avez besoin de les acheter, vous n'êtes pas obligé de prendre le risque de faire des travaux. Tout ce que vous faites dans votre vie supplémentaire, c'est un risque. Rappelez-vous, si c'est un truc qui n'existe pas aujourd'hui et qu'il faut faire quelque chose, c'est un risque. Il y a des éléments à faire, de l'énergie, et il y a des problèmes qui vont se passer. C'est normal. Du coup, prenez les choses qui sont déjà faites, ça fonctionne très bien aussi.
Et aussi, quel est le type de business que vous voulez, quelque chose de récurrent, pas récurrent, un type de client, circuit court, circuit long. Notez ce que vous pensez aujourd'hui. Ok, très bien. Là maintenant, moi, ce que je fais réellement, parce que ça reste en fait c'est très bien de faire ça et il faut le faire. Il faut aller plus en confrontation sur le marché. Là, vous avez besoin de regarder concrètement ce que ce sont des boîtes, parce que là, vous êtes très loin. Les business, potentiellement, vous n'en maîtrisez pas beaucoup. Vous passez de choses que vous savez aujourd'hui qui sont un peu projetées, et c'est normal parce que vous faites avec les éléments que vous avez aujourd'hui. Donc là, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est directement, vous faites un tableau. Vous faites un tableau. Alors, moi, je vous encouragerais à le faire sur Google Sheet. Vous faites un tableau sur Google Sheet. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser des boîtes et qu'on va regarder si elles sont intéressantes ou pas. Et d'ailleurs, je vais vous faire dans un épisode, moi, comment je vois les choses et comment j'analyse des boîtes. Premier onglet, ça va être le numéro de boîte que vous analysez. Le deuxième onglet, ça va être ce que fait l'entreprise. Le troisième onglet, ça va être une note que vous allez mettre à l'entreprise sur 10. Le quatrième onglet, ça va être pourquoi vous mettez cette note-là. Et après, vous allez mettre un lien vers l'annonce que vous avez trouvée. Il y a plein de sites qui vous permettent de trouver des boîtes à analyser. Moi, je vous encourage. Alors, vous avez par exemple Fusac qui va vous permettre d'avoir une description courte mais par contre, pour avoir des accès, il faut payer assez cher. Vous allez avoir Alvo, où généralement la description sera un petit peu plus complète. Et là, vous allez pouvoir vous créer un compte et en plus, vous allez pouvoir contacter, je crois, 3 ou 5 personnes gratuitement. Et vous avez, si vous êtes sur des sites Dotmarket ou Flippa, vous pouvez vous créer un compte. Alors, je crois que maintenant Dotmarket, c'est payant. Alors, je paye moi, mais il faut que je vérifie si vous avez le droit de consulter les annonces ou jusqu'où ça s'arrête. Et pareil sur Flippa, qui est équivalent Dotmarket, un peu plus global, mais il y a de plus en plus, il s'installe de plus en plus en France. D'ailleurs, il y a une soirée qui a lieu en juin, là où je vais sûrement aller. Vous avez aussi des cabinets de conseil comme Adresse Conseil qui sont pas mal, où vous avez des descriptions de boîtes, etc. Moi, ce que je vous encourage à faire, et là, c'est le petit truc que je faisais aussi quand je voulais sélectionner où je bossais. Donc, en fait, il y a un moment, j'étais numéro 2 d'une grosse boîte. Je gagnais très bien ma vie, mais j'avais fini cette phase et je voulais trouver un autre boulot. Et je m'étais dit, OK, moi, ce que je veux maintenant, c'est quand même minimum gagner 5000 balles par mois. Et du coup, comme ça, j'ai regardé, je me suis dit, OK, minimum 5000 balles par mois, c'est une boîte qui a levé 30 millions, voilà, à l'époque. Je me suis dit, OK, il faut combien que la boîte est levée. Je voulais rester dans les startups. Et je m'étais dit, OK, je veux des gars qui sont. Nous, on était assez cow-boys. Je voulais des mecs un peu plus qui respectaient les process, qui étaient plus on track et un peu moins dans un domaine qui m'intéresse. Bon, puis j'avais dit, OK, domaine qui m'intéresse, je ne suis pas trop. Pourquoi pas un peu de finance, pourquoi pas tel truc. Bon, j'avais noté 2-3 trucs. Et ce que j'ai fait après, c'est que je suis allé sur Welcome to the Jungle et je me suis tapé toutes les boîtes de Welcome to the Jungle qui avaient des vidéos. Je regardais même pas les offres d'emploi qu'ils proposaient. Je regardais les boîtes et ce qu'il y avait dans les boîtes. Et c'est après, en regardant les boîtes et ce qu'il y avait dans les boîtes, que je me suis dit, OK, quelles sont. Donc je regardais, et dès que je regardais une vidéo, je me disais, OK, est-ce que les mecs ont l'air fatigués? Est-ce qu'ils ont l'air au bout de leur vie? Est-ce que les mecs ont l'air smart? Et en fait, je me rendais compte, en notant les boîtes, en les regardant en face de moi, je me suis rendu compte de comment moi j'analysais les gens. Donc je les analysais en me disant, est-ce que les mecs qui sont smart, ils vont m'apprendre des trucs? Est-ce que les mecs, ils ont l'air droits et bons dans ce qu'ils font? Est-ce que le sujet m'intéresse, le produit là qu'ils proposent aujourd'hui, est-ce que j'y crois? Est-ce que je crois qu'ils vont vraiment faire de la thune et est-ce qu'on peut avancer? Et après, est-ce que je crois que je peux réellement leur apporter quelque chose de la valeur supplémentaire? Et finalement, en faisant ça, j'ai créé réellement mon axe d'analyse pour vérifier si j'étais en capacité de bosser dans ces boîtes et est-ce que ça m'intéressait. Vous, c'est exactement la même chose qu'il faut faire. Donc là, vous allez sur Alvo, app.alvo.market, là. Vous allez dessus et vous regardez les boîtes qui sont en face de vous. Donc par exemple, je suis dessus là tout de suite. La première boîte, c'est budget de reprise, c'est offre de session là. CA, alors CA 4000 euros, prix inférieur à 500 000 euros. Tout de suite, moi je vois ce truc-là, je regarde et c'est marque de complément alimentaire. Tout de suite dans mon tableau, je mets 0 sur 10. Pourquoi? Parce que chiffre d'affaires, il n'y en a pas. Et tout de suite, je me dis, mais non, moi je vois une boîte où il y a du chiffre d'affaires. Ah, mais moi je vais reprendre une boîte où minimum je gagne 5 000 ou 10 000 euros par mois avec la boîte en la reprenant. Et oui, moi je suis OK de devenir le DG. Et voilà, et je clarifie mon projet. Et tout de suite, je mets ça dans mon tableau. Pareil, deuxième, offre de session, CA 600 000 euros, prix inférieur à 500 000 euros. Société de prestation de santé à domicile, perfusion et nutrition. Ah bah je me dis putain pas mal. Bon, chiffre d'affaires un peu léger, et puis je regarde où c'est. Et après je vois où c'est Grand Est. Grand Est, à côté de chez mon père. Je me dis est-ce que j'ai envie d'aller habiter là-bas pour le moment? Non, mais je me dis est-ce que je pourrais faire un projet, donc Champagne et Ardennes, est-ce que je peux faire un projet? Et du coup je regarde ces éléments-là. Et après je creuse le sujet. C'était tout pour cet épisode d'aujourd'hui sur comment valider son projet de reprise et comment le mettre en perspective sur ce que vous faites comme autre type de projet. N'oubliez pas qu'il y a plein de façons de réussir, il y a plein de façons d'atteindre vos objectifs.
N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'adore quand vous me dites ce que vous pensez des épisodes, que ce soit positif ou négatif. Envoyez-les-moi sur LinkedIn, sur Insta ou sur WhatsApp pour ceux qui ont mon WhatsApp. J'adore échanger avec vous. Vous êtes beaucoup à me faire des testimonials là-dessus. Donc, allez-y, faites ça. Et sinon, de l'autre côté, n'oubliez pas, même si le podcast n'est pas parfait, à laisser 5 étoiles pour le podcast et à le partager aussi au plus grand nombre. Plus vous allez être nombreux à partager, plus ça m'aide, plus ça m'encourage à continuer. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à faire ça. Et moi, je vous dis à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.